et bienvenue sur 48 FM. Vous écoutez 24 images secondes, un podcast cinéma. Aujourd'hui, les actus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, accueillons une nouvelle membre, ou plutôt une membre remplaçante. Bonjour Lucie. Bonjour. Bonjour. Bonjour mes chers compagnons et comparses. Bonjour. C'était très synchro, j'aime beaucoup. Oui, donc comme vous l'entendez, il nous manque encore une fois un membre. Décidément, ça ne s'arrête plus. Après Félicien la semaine passée, cette semaine-ci, Lucie. Mais Lucie la remplace. Lucie, question évidemment pour introniser un peu tout ça. Dis-moi ton top 4 Letterboxd, en tout cas 4 de tes films majeurs ou des films que tu surkiffes par-dessus tout. Attention, tu as réfléchir avant. Ah, à la base, surtout que c'était la question vanille, on va dire. Hein. Tu verras que ça va monter en difficulté au fur et à mesure de l'émission, j'annonce. Les autres sont au courant. Alors, mon top 4. Waouh, je réfléchis. Si t'as envie, je pose une question aux autres en attendant. Hein. Oui, je réfléchis 2 minutes. Ok. Pendant ce temps-là, donc cette semaine-ci, c'est un peu particulier. Vous verrez pourquoi. Mais un petit mot de présentation et comme question pour se présenter, qui sera lié à mon plot de fil rouge. Si vous deviez être en couple avec un ou une personnage de fiction, lequel ce serait Héloïse. De fiction, j'ai précisé. Oula, il y en a trop. De fiction, c'est important. Par exemple, c'est difficile. C'est difficile. Ouais, je sais que c'est difficile, mais bon. Comme ça, tout de suite, me vient en tête Cora. Cora. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, Cora. Avatar. Oh là là. Parce qu'elle a trop muscles et tout. Et en plus, elle est calme-toi. trop chouette. En plus, ouais, non, elle est un peu niaise à mon goût à certains Ouais, moments. mais elle grandit. Son art narratif est super intéressant en fait. Ouais, elle est plus intéressante que Hank, je suis d'accord. Bien sûr. Je le dis. Non, Unpopular opinion. Ok, j'accepte. Félicien d'abord. Ouais, mais car, franchement, je sais là, je suis en train de réfléchir, je serais incapable de dire ça comme ça parce que C'est j'ai Bah je non, suis pas ouais. ce genre de personne qui, tu vois, qui a une identification au personnage que je vois. Du coup, là, c'est pas une identification, mais du coup, je me suis jamais dit, oh, j'aimerais tellement être en couple avec cette personne. Un personnage que je trouve qui déchire de ouf. Mais oui, sans doute. Moi, je n'ai le que personnage, ça. il faut vraiment. Ouais, moi aussi, creuser, moi quoi. j'entends Eva du coup. J'ai une liste. Genre quand je me posais la question, je suis en train de me dire lequel Lequel je prends. Le fait que je suis sur Pinterest, genre je cherche désespérément, genre les gars. Attends, il faut ouais. que tu nous donnes à l'avance. C'est la Ouais, colle. je sais, mais c'est quand même beaucoup plus drôle de vous entendre galérer pour nos éditeurs Oui. aussi, auditeurs, auditrices. Oui, je vais faire moi du coup pendant que Oui. vous cherchez. Moi, si c'était une femme, c'était Ellen Ripley, donc dans Alien. Oh, Je Oh. veux Ellen Ripley dans ma vie, je veux qu'elle soit ma femme, je veux. Ouais, je suis un peu amoureux de. Voilà, j'avoue. Premier degré, je pense que je suis resté out pendant un moment parce que je me disais, je suis hétéro. Ellen Ripley, c'est ma vie. Genre, ouais, de ouf. Et sinon, chez les mecs, en fait, je pense que je suis amoureux du personnage donc, de Timothée Call Me By Your Name. Mais c'est mon premier aussi en film LGBT, donc c'est pour ça. Et c'est Ouais, Timothée en plus, ça donc marche. voilà. Et donc, Call Me By Your Name, il a un truc. Il est parle tout français, cutie. anglais, Oui. italien. Comme dirait Lucie, il est tout cutie, pas touti. Oui, pas tout. Ti. c'est vrai. Euh, Donc, à vous. Bah en vrai, je tousse. De base, je m'étais dit Juliette Berthaud. Évidemment. Évidemment. Et donc, dans Céline et Julie. Mais sauf que j'étais en mode bon, enough. Et donc j'ai essayé de réfléchir plus loin. Et j'ai pensé à la série The Bear. Et j'adore l'actrice Ayo Edebiri. Et son personnage Sydney m'a vie tout entière. Et donc, elle peut-être. En plus, elle cuisine trop bien. Parce donc c'est qu'elle vrai que cuisine trop bien, parce qu'elle est hilarante et parce qu'elle est hyper sensible et genre elle est trop basée et tout. Et enfin, Waouh. ouais, hashtag, je Hashtag, décriais pas. ah ouais, c'est ça. Mais voilà. Ok, validé évidemment. Félicien, vous ne le voyez il est en pas, pleine mais introspection. oui, on dirait le penseur de Rodin. Attends, j'y suis presque, je trouve son nom. Mais franchement, j'y ai jamais pensé avant là maintenant. Félicien, Donc, c'est trop pur, c'est pas possible. mais peut-être dans Juno, la fille principale dont j'ai oublié le nom, Juno McGuff du coup, logique. Mais J'accepte, c'est la réponse par dépit. Ok. c'est plus non, je serais Tu réfléchis à la question, tu nous en parles la semaine prochaine. Enfin, c'est ça. ouais, je fais un développement avec c'est une ça. personne plus. Mais c'est validé en soi, Juno. Hein. Je pense Mais que ouais, j'ai c'est vu une plus fois et donc c'est très vague son dans mon esprit. caractère, etc. Plus, je sais pas. Ok, validé. Mais c'est pas avec Elliot Page. Ouais, si c'est ça. Ok. ouais. Oui, c'est l'un de ses premiers films, c'est le film qui va le faire connaître. Ouais.
Et qui non, va mais après, très bon film, permettre cela qu'il dit. aille, Si, si on peut. Ah le oui, mettre je pense au que jour, c'est un peu ce mal film vieilli est- sur la représentation féminine, notamment par rapport à la grossesse. Je pense qu'il y a souvent des trucs qui sont un peu touchy maintenant. Non. Bah, je l'ai vu il y a pas si Après, longtemps que ça ça. reste un et film des années 2000. Hein. Oui, c'est ça. Ah, Ouais, dans son ouais, contexte, et c'est tout qui ça, fait quoi. très années Ouais, 2000, ouais. ça oui, mais Ok. je pense pas que ça ait si mal vieilli que ça. Ok. Ça veut dire que je l'ai pas revu du tout. Je Et... me suis pas fait cette réflexion-là en les revu. Bah, genre Pitch Perfect aussi, on l'a revu il y a pas longtemps avec Hello. Et effectivement, c'est bien dans son jus, mais ça passe totalement encore maintenant. Moi, je suis fan Excellent. de Pitch Perfect, mais tout Bien en sûr. sachant que c'est problématique à certains moments. Mm. Ok, super. Lucie, d'abord ton personnage de couple, avant de faire notre tour sur Letterboxd. Ah ouais, hein, fallait réfléchir à Ouais. un personnage double question. Alors, Ouais, t'as droit à la double dose pour commencer, quoi. ouais, c'est ça. Alors, j'adore Pierre Ninet. Oh, voilà, le c'est- make-up est Pierre Néné. Le make-up. Le make-up. Et du coup, je dirais son personnage, le comte de Monte Cristo. Oh Voilà, un petit peu. Ah oui, that's Et bold. Le That's a charisme. bold choice. Oh, moi, je l'ai préféré dans 20 ans plus tard, je pense. 20 ans, Oh. 20 ans plus Ah tard. ouais, mais non, je ça, sais. je trouve tellement Non, mais c'est beau bon. dans- Virginie Ouais, Efira je sais pas si je devrais. Virginie Efira, oui, c'est ça. Virginie Efira dans tous ses rôles. Mais oui, Félicia, mais oui. Non, Audrey Tautou. Ah, Genre, j'y ai pensé, j'y ai Ah, pensé. mais bien vu. c'est parce que là, je viens de voir Amélie dans de Long la Dimanche Poulain. de fiançailles, mais ce serait plus dans Amélie Poulain. Ouais. Ah oui, non, mais oui, plus elle. Oui, oui, Ça c'est plus part. ton style en plus, ouais, ça va. Ok, validé. Pardon. Mais je trouve que ça irait bien avec. Je sais pas si ça va dire, mais Ah ouais. j'imagine marcher dans la rue, tu vois, de Paris en mode. Pas aussi lunaire, j'avoue, mais ouais. En vrai, je pense qu'on fera un épisode un jour sur Amélie Poulain. Bah oui. Vraiment, c'est un de mes films, Ouais, un de et- mes films cinéphiles, je pense. Ouais. C'est un peu le truc où je me suis rentré dans ma cinéphilie avec. J'ai été le voir en ciné-concert il y a pas longtemps. Oh la chance. Ouais, c'était vraiment bien. Bon, sur ce, on prend beaucoup trop de temps pour Oui. ça. Oui. Donc, vas-y. Du coup, mon top 1, c'est Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Oh, C'est pas Quelle grave. transition. Donc, du coup. Donc, ton super top 1, transition. ce serait Amélie Ouais. Poulain. Oui, Oh. j'adore. Bah, Je peux le validé, regarder ouais. en boucle, genre, j'aime trop. Mais c'est bizarre à dire, mais c'est un film d'auteur. Vraiment, il y a une patte d'auteur et à la fois, c'est un film grand public qui fonctionne super bien. Ah oui, Ouais, non, mais c'est c'est super Facile rare. et il est exceptionnel. Et il est fascinant, genre, il joue Ouais. vraiment sur les sens et tout. Enfin, je sais pas, il y a un truc De ouf. hyper cool dans ce film, j'adore. Ouais, non, et la scène avec moi, j'ai un problème avec le nain que je trouve génial. C'était de mettre le nain partout. On faisait ça avec ma soeur, Oui. du coup. On Oh. prenait des figurines qu'on mettait plusieurs pièces dans la maison et après, on prenait des photos. Et franchement, j'aimais trop cette idée. Je trouvais ça trop bien. Genre, le fait de recevoir par la poste, etc., et qu'ils comprennent pas, c'est génial. Enfin, je suis un gros fan. Ouais, pardon. Non, mais je suis d'accord. Et du coup, après, c'est un peu moins. Ça, c'était mon plus cinéphile. on va dire. C'est Non, ok, c'est ok. C'est ok. Oh, dans mes films Ah. préférés, il y a Resident Evil, donc à ce moment-là. Après, du coup, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. J'ai vraiment accroché aussi. Ouais, non, Mhm. bien sûr. Et puis, mes deux derniers films, c'est Le Dîner de con. Pareil, je peux le regarder Ok. en boucle. Ouais, Ça me validé, fait validé. toujours autant rire. C'est vrai Et qu'il puis, fonctionne toujours Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Mhm. Oui, Voilà, bien c'est sûr. mon- Chef-d'œuvre. Ouais. C'est Mhm. pareil, un film que je peux regarder en boucle aussi. Frenchy, bien. j'adore. Ouais. Ouais, Frenchy, c'est vrai ça. Attends, les 4 sont Frenchy Oui. Les 4 sont Frenchy, ouais. Ouais. Waouh. Beau, beau, Avec beau. ton thème patriotisme. d'abdication. C'est le terroir. Français du coup. Oui, pas le Oui. nôtre. Ok, super. Donc, après cette introduction, je vous l'accorde, un poil longue, on va un peu vous parler de couple. Parce que pas facile d'être en couple cette semaine. Pas facile d'être en couple quand l'un se révèle les secrets bien bressons. Pas facile d'être en couple dans un internat, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Pas facile d'être en couple quand on a un syndrome de la Gilles de la Tourette. Mais on commence par la difficulté d'une relation avec ses potes, sa copine et un renard. C'est parti donc pour La danse des renards de Valérie Carnoy avec Samuel Kircher, Fayal Anaflou et Anna Ekel. Arrête de faire le clown là, tu vas énerver les juges, putain. Voilà. Ouais, c'est bien. Voilà, étouffe-le. Il y a ton entraîneur de l'équipe de France qui a dit que tu voulais pas faire la prépa avec eux. Ouais. T'es sûr? Ce qu'il faut, c'est juste que Mathéo il puisse rester, comme ça je m'entraîne avec lui. Batte-moi ça. 40 mètres carrés à Paname. Moi là, je peux avoir ça là. Bien sûr, tu peux avoir ça, mais faut que tu gagnes aussi. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et je passe tout de suite la parole à Marco qui va vous parler de La danse des renards. Effectivement, donc Camille, ce n'est pas juste un gosse de 17 ans qui fait de la boxe, c'est un champion. Il est accepté et reconnu comme tel. Mais, aussi non pas de film, un drame arrive. Camille se blesse sérieusement au bras. Plusieurs questions se posent alors. Quel est son statut de champion? Comment faire collectif sans son identité? Et finalement, qu'est-il prêt à sacrifier pour son sport?
Oui, c'est moi qui. Ce qui est drôle, c'est que la plupart du temps, on fait les résumés en fonction de à quel point on aime le film. Et effectivement, cette fois, ça fonctionne. Vu que je pense que c'est moi qui préfère le film autour de la Bien table. sûr, bien sûr. Oui, c'est. Je lisais un peu du coup, sur le film. Et beaucoup de gens ont dit c'est ma cam. Enfin, ils ont commencé par ça. Et c'est clairement, moi, c'est ma cam, ce genre de film. Donc, c'est un film de coming of age. Donc, un film comme ça où, en un été, ou en une période de temps très courte, un jeune va passer de l'étape d'enfance à adulte ou d'adolescence à enfance à adolescence ou adolescence à adulte. En tout cas, il va y avoir des questions fondamentales pour lui. Il y a beaucoup de films comme ça. Je pense à After Sun qui me vient le premier en tête comme ça, qui est vraiment sur ça. Moi, c'est le style de film qui peut vraiment me parler, surtout dans cette ambiance entre mecs, j'ai envie de dire. C'est le genre de truc, voilà quoi. Ça peut me parler. Mais oui, je commencerai simplement par dire que c'est pour moi mon petit coup de cœur de la semaine, vraiment. J'aime tout de ce film, quasiment tout. Je reconnais qu'il y a des grosses faiblesses et je reconnais que je le surcote très certainement et je vois où je le surcote clairement. Mais pour le premier tour de table, j'aimerais simplement dire, je salue la performance donc de Samuel Kircher, le frère donc des Kircher, le dernier en date. Oui, je trouve que sa prestation est magique. C'est lui qui porte le film en fait. Tous les plans sont sur lui quasiment et il arrive vraiment à créer une alchimie avec les différents personnages. On arrive à la caméra est fan de lui et il passe à la caméra. Je trouve qu'il y a des gens qui. La caméra, c'est vous avez de la chance ou pas en fait. Soit elle vous aime, soit elle vous aime pas. Si elle vous aime, vous avez de la chance, vous êtes un acteur, bravo. Si elle vous aime beaucoup, vous êtes un grand acteur. Et lui, je trouve que c'est un grand acteur justement. Et là, je suis vraiment fan de sa prestation, du début à la fin. Il y a des petits moments où c'est un peu plus, pas plus faible, mais où il est un peu moins performant. Mais il y a des vrais moments de tendresse qui sont magiques. Ouais. Je m'arrête ici et je passe la parole du coup. Allez-y. Oui, moi je peux commencer par dire qu'à la base, c'est pas du tout mon genre d'univers. Contrairement à Marco. Donc, mais j'y allais quand même. Enfin, la bande-annonce m'avait bien prise. Donc j'y allais quand même avec de certaines attentes et en me disant que j'allais probablement bien apprécier le film. Et c'est ce que j'ai fait parce qu'effectivement, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et je trouve que justement, le film arrive très bien à détourner certains clichés qu'on aurait pu penser qui auraient intégré complètement la narration du film. Ici, je pense notamment au tout début où l'espèce de truc filmé à l'iPhone qui justement expose ces grands clichés dès le début pour après mieux les déjouer. Je trouve que c'était super intéressant de commencer par là. Ouais, Et oui, effectivement, la prestation de Kircher m'a tout à fait impressionnée. Et je retiens surtout la fin de son combat, où il gagne son combat vers la fin. La scène, le gros plan, ouais. Et la scène du gros plan qui est absolument fantastique. Ouais, j'étais le voir avec un pote, bah, et à ce moment-là, il pleurait aussi. Ouais. Il avait la larme qui coulait Ouais, c'est et ça. il n'arrivait pas à s'arrêter. Quoi. Non, vraiment fou. Héloïse, vas-y. Ben, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Après, il faut sachez que moi, je partais avec des pieds de plomb. J'avais vraiment pas envie de regarder. Parce que... il est misandre, mais il dit... mais moi, tu me dis un film où il n'y a que des hommes qui font du sport et qu'il y ait... Enfin bref, moi, non. Et au final, je trouvais ça quand même agréable à regarder, étonnamment. Et je trouvais ça intéressant aussi d'aborder des questions de masculinité toxique, de santé mentale, etc. dans justement cet univers de non-mixité. Et qui sont complètement hermétiques à ces sujets-là, c'est a ça. priori. Ouais. C'est ça. Et que là, c'était vraiment intéressant et j'ai trouvé que c'était justement fait. Et j'ai passé un bon moment et j'étais agréablement surprise parce que moi, je m'attendais à haïr par pure subjectivité. Et au final, non. Donc voilà. C'était sympa, oui. Félicien, vas-y. Oui, bah moi aussi j'ai vraiment bien aimé ce film-là. Franchement, les jeux, comme vous avez dit, les jeux sont hyper bons. Tous les acteurs, pour moi, en plus, je suis pas sûr que tous soient des acteurs professionnels. Je suis pas. J'aurais pas dit une bêtise. Mais moi aussi. Kircher, oui. Oui, ça évidemment. Et mais les acteurs qui jouent les adultes aussi. Même j'ai en tête son meilleur ami. C'est celui-là aussi que je sais pas du tout. Je sais pas, mais j'aurais dit cas, que oui quand même. Il a quand même un beau jeu, quoi. Ah oui, mais justement, c'est ça. Le jeu est très bon. Quand on parle d'un film de boxe, on s'attend directement à un film qui a un récit qui va être pro-performance, voire limite pro-virilité. Enfin, je veux dire vraiment le cliché du film de boxe, quoi. La rage au ventre. Ceux qui ont la ref, ouais, c'est ça. Même Raging Bull. Bull. Et là, c'est pas du tout le cas. Justement, ils viennent questionner ces thèmes-là. Donc, je trouve ça très intéressant. La rythmique est superbe. Il n'y a pas un seul moment où tu t'ennuies dans le film, enfin, en tout cas pour ma part. C'est vrai, le film dure 1h30. Et oui, c'est ça, de traiter de ces thématiques-là, de la masculinité toxique, etc. Franchement, c'était vraiment bien. J'ai juste un petit bémol avec les dialogues qui, parfois, je trouvais qu'ils n'étaient pas hyper naturels, dans le sens où
il essaie, mais je pense que c'est difficile de jongler entre. Je vais peut-être avoir 98 ans en le disant, mais un langage d'adolescent et un langage qui veut faire avancer le récit et donc qui intègre dans les dialogues des choses qui sont pas naturelles, Ils sont plus écrites. C'est ça, qui sont très écrites et c'est ça, et on sent que c'est écrit à certains moments, comme à d'autres moments où ça fait très naturel, mais à certains moments on voit qu'ils veulent faire avancer le scénario par un dialogue. J'ai en tête un moment où justement il parle de ses poids de suture et donc il doit dire quand est-ce qu'il les enlève, etc. Et ce moment-là, je le trouvais pas du tout naturel. Enfin, c'était vraiment, ça se voyait qu'il fallait juste l'expliquer pour que le spectateur comprenne que c'était pas grave. Enfin bon, voilà. Et à d'autres moments aussi. L'acteur principal, on s'attend à ce qu'il justement il réponde à une personne. Je me suis fait la réflexion et il répond juste OK. Et tu te dis développe et où là tu avais l'impression justement il n'y avait pas de réplique, c'était assez bizarre, je sais pas, mais donc ça c'est peut-être le seul bémol que j'ai avec le film. Les dialogues sont pas hyper Non, j'entends tout à fait. en adéquation toujours avec le jeu et parfois en même temps tu te demandes un peu. C'était sans doute très naturel de répondre OK, tu vois, genre sans doute qu'il aurait peut-être répondu ça, mais ça fait pas très cinématographique d'avoir. J'ai plus l'exemple comme ça en tête, mais où vraiment il aurait vraiment pu répondre quelque chose et il répond OK. Ouais, honnêtement, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que c'est aussi parce que il y a un effet de contraste qui se fait, parce qu'à l'inverse, il y a des moments où c'est justement très naturel. Et je trouve que le langage jeune. C'est le contraste qui est Ouais, dérangeant, c'est je ça. trouve. C'est exactement ça. Et je suis d'accord. Je pense que je suis d'accord avec toi. J'avais pas réfléchi à ça du tout. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je vois des moments où je me dis, c'est vrai que là, c'est peut-être un peu trop écrit. Des dialogues, par exemple, avec elle, où des fois, c'est un peu trop mature c'est en ça. fait par rapport à. C'est ça, par Ils rapport sont au trop reste, jeunes et de par leur rapport au reste et dialogue, par rapport à des réactions, c'est beaucoup trop mature. T'as raison. Et à l'inverse, enfin, je suis évidemment d'accord avec toi, mais les moments où justement il parle en jeune, je pense notamment le personnage de JP. C'est JP, hein, je sais plus. Oui. La petite frappe, quoi. LPF, ouais. un truc comme ça. La petite frappe, Ah ouais, c'est la ça. petite frappe. LPF, lui justement a une vraie rythmique de jeune et donc fonctionne. Enfin, quand je dis jeune, ça paraît très boomer, comme dit, de vieux Oui, de mais c'est 80 ça, ans. mais ça fonctionne bien. Mais en c'est une même temps, rythmique qui est très bonne justement. Il parle avec du lexique qu'on entend entre guillemets chez les jeunes. Dit comme ça, c'est bizarre, mais encore une fois, mes élèves parlent comme ça et quand ils parlent entre eux, ils parlent comme ça. Donc oui, désolé, on parle comme ça. Et oui, ça fonctionne super bien. Enfin, moi, j'ai cru quand ils parlent entre eux, vraiment, quand il n'y a pas d'intention spécifique de faire avancer la narration ou d'expliquer au spectateur quelque chose, en fait, quand ils sont plus libres du scénario, enfin plus libres d'écrire ou en tout cas d'interagir, je sais pas comment il a fait avec ses acteurs pour ça justement. Est-ce qu'il leur a dit comment est-ce que vous auriez vu ça ou comment est-ce que vous en parlez, ou est-ce qu'il a juste dit il faut que vous parliez de ça, c'est tout. Oui, je sais pas trop. Je sais pas. Mais en tout cas, ça sonnait très juste. Moi, je pense à une scène où ils sont en train de se disputer, tous les quatre donc dans un vestiaire, et à un moment donné ils parlent. Et là, je me dis, ouais, là, le dialogue, j'y crois à 200%. Mais du début à la fin, en fait, je crois, vu que la performance me plaît beaucoup, j'ai tendance à croire très vite à leur prestation d'acteur. Et je pense que justement, ces dialogues participent à la prestation d'acteur qui est, comme on le dit, absolument. Mais on rentre vraiment dans le récit, je trouve. On pourrait avoir un problème et rester fort en surface, justement, parce que, je sais pas, ça peut être vite. Oui, c'est ça, vite traité en surface et vite redondant comme type de sujet. Mais oui, pas par comme rapport au type de sujet, sujet, mais comme prestation. Et là, pour le coup, je trouve. Franchement, j'étais vraiment dedans à 100% du début à la fin. J'ai juste un problème avec le renard, quoi. Je ne comprends pas ce motif-là. À part l'utiliser en motif récurrent, je n'ai pas compris. Est-ce que oui, c'est ça, peut-être ça. Une métaphore de Camille, etc. Mais moi, je pensais je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus traité que ça, le travail sur le motif du renard, quoi. Qui au final, c'est ça, il réapparaît à plusieurs moments. Mais peut-être qu'il y a une métaphore derrière que moi j'ai pas capté non plus. Maintenant, ça m'a pas tellement embêté. Non, juste, non, pas du tout. C'est juste par rapport au titre et par rapport même à la présence du renard en général. Moi, justement, c'est ça qui fait passer du film du 3 sur 5, j'ai envie de dire, au 4 sur 5, parce que c'est une dimension poétique qui manque, je trouve, dans ce genre de film, où on a cette espèce d'ambiance. Là, en fait, le renard qui est très numérique, justement, qui est un plan quasiment très numérique, et que ça se voit, c'est numérique, c'est ça que je veux dire, c'est voulu. Pour que ce soit aussi clair, ça apporte un truc, ça apporte une dimension qui est beaucoup plus onirique pour moi, où on ne sait jamais si les renards sont réels ou pas. Donc moi, ce truc-là, de me dire, est-ce que c'est simplement une métaphore de Camille qui se projette dans ce renard ? Est-ce que c'est le renard qui existe en tant que tel et c'est une coïncidence ? Qu'est-ce qu'il veut dire ce renard quand il rentre ? Moi, la scène quand il rentre dans l'école, enfin dans l'internat, je ne vais pas en dire plus, cette scène-là, je trouve qu'elle est magique. Enfin, à ce moment-là, c'est un moment qui est très culminant pour Camille, et quand il voit le renard à ce moment-là, ça veut dire quelque chose, c'est hyper signifiant, et la scène juste après, du coup,
celle où dans la cour, rapporte encore une couche de signifiance qui rajoute en fait et qui est pas juste pour surligner quelque chose, donc pour expliquer avec une métaphore quelque chose qu'on a vu, mais pour aller un peu plus loin justement. Et je trouve que là, la métaphore, je le dis souvent, moi, c'est des motifs surnaturels ou en tout cas poétiques, il faut que ce soit bien utilisé parce que sinon ça foire et ça me dérange. Et je comprends du coup ce que vous voulez dire, si on le comprend pas ou si c'est mal fait, ça peut vite nous sortir du film. Vraiment. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est pas le cas, ça sort pas du film parce que le surnaturel, enfin, je veux dire, ça reste un renard. C'est pas surnaturel non plus, quoi. Est pas totalement. Mais c'est vrai que j'ai pas trop compris ce motif-là. Et comme tu dis, oui, de la poésie dans les images, etc. Mais la scène, par exemple, quand il mange, quand il va chercher les viandes, du coup, moi je trouve que c'est une scène très belle. Enfin, bien sûr. Et toutes les images, à chaque fois qu'on voit le renard, je trouve que à la fois c'est pas trop pour ne pas être trop un film. Enfin, trop, c'est pas négatif, enfin, on peut pas être trop arty ou ce genre de truc, mais ne pas être trop hermétique à un cinéma, à tout le monde, quoi. Et donc, il y a des scènes qui permettent justement à des gens qui connaissent peut-être un peu plus le cinéma de les remarquer, de comprendre, ou alors d'essayer de faire des liens, ou des fois simplement d'être un peu poétique, donc se dire, moi je fais des liens à ce moment-là parce que j'ai envie d'en faire. Et en fait, tu peux très bien te dire simplement, ok, c'est un renard qui nourrit, point. T'es pas obligé d'aller faire la réflexion qui va beaucoup, comme dans, on avait parlé du film, j'ai déjà oublié le nom du film, de Cannes, là, avec... C'est islandais, là. Ouais, c'est ça, islandais. The Love That Remains. Voilà, The Love That Remains, où là justement je trouve que les motifs, si on les comprend pas, ça prend beaucoup de place dans la narration et donc en fait ça empiète un peu dessus. Ici ça empiète pas du tout sur la narration, c'est vraiment un mouvement poétique. Faut vraiment, c'est comme si, enfin, je sais même pas comment le dire, mais en gros ça apporte une dimension en plus au film qui rend le film naturaliste plus que naturaliste. De ouf. Et je suis vraiment fan moi. Et ce renard numérique encore une fois est beau. Enfin. Voilà. Oui, c'est genre, tu remarques que c'est numérique, mais c'est pas un truc qui te choque et t'es là en mode oh. Oui, c'est pas comme par exemple avec les effets spéciaux de Annie. Oh oui. Là, c'est différent. Mais oui, oui, et puis là maintenant j'y repense et c'est vrai que du coup, la fin, j'ai l'impression que le rapport entre le personnage de Camille et le renard est plus précisé vers la fin quand il y a cette espèce de battue et que lui, en même temps, alors que les renards sont mis en danger, lui, il est aussi. Et là, ça se précise, mais c'est vrai qu'au début, avant ça, j'étais un peu dans le vide. Mais comme tu l'expliques, en fait, ça reste en toile de fond, je mets ça avec des guillemets. Ouais. Et donc, même si tu n'arrives pas à comprendre complètement les tenants et aboutissants de cette métaphore-là, tu n'étais pas en dehors, quoi. Ouais. Et Louise, on t'a pas beaucoup entendu, je te relance sur la question de Yas. Je sais pas si tu vois, le personnage féminin, t'en penses quoi? Oui, wow. C'est un personnage féminin qui est quand même central dans le récit et à la fois il est quand même traité mais c'est pas un personnage principal du coup. Bah oui, moi j'étais un peu déçue d'ailleurs. Enfin déjà en fait je sais pas parce que effectivement à la fin moi spoiler, j'étais en mode where is she? Enfin j'aurais voulu avoir plus d'infos sur elle et j'étais en mode quitte à le film dure 1h30, tu peux rajouter 10 minutes genre et pour donner plus d'infos à ce niveau-là. Donc ça je trouvais ça un peu dommage mais sauf que comme le film se veut être un truc en non-mixité justement avec que des hommes justement dans cet environnement très sportif etc. J'étais en mode c'est vrai que en fait j'avais pas trop compris pourquoi elle était là genre, si j'avais compris on en avait pas avec Félicien c'est vrai on en avait pas avec Félicien parce que je m'étais dit exactement pareil que toi mais pas pour te couper l'air non, vas-y. C'est vrai que dans un autre sens elle lui apporte quand même de la réflexion elle fait quand même figure un petit peu de grand sage de grand sage j'aime beaucoup mais je veux dire il serait différent s'il n'avait pas rencontré son personnage le personnage de Yas je reviens dessus après aussi mais je suis d'accord aussi sur le fait qu'à un moment elle part totalement du récit et on la revoit plus jamais on se demande tiens où est-ce qu'elle est et elle est entièrement au service du coup de Camille c'est ça. Dans le récit. Je reviendrai dessus après mais vas-y Eva t'as envie d'en parler. Oui mais moi j'ai trouvé relativement intéressant le traitement de son personnage dans le sens où je suppose que c'est aussi pour intégrer de l'altérité dans cet espace en non-mixité fait d'hommes avec des gros muscles qui boxent. Et en même temps, son personnage n'est pas traité de manière super binaire, en mode noir et blanc. T'as les grands monsieur avec leurs gros muscles et leur grande boxe, et la petite madame tout pompette, tout bien maquillée, etc. Et que justement, elle représente, je veux dire, sa féminité est traitée de manière qui n'est pas juste binaire noir et blanc. Et ça, j'ai plutôt apprécié. Je trouve que ça rend pas le truc trop lourd. Ouais. Alors même qu'effectivement, son personnage est intéressant dans le récit et dans la progression du personnage de Camille, mais je trouve qu'ils font ça relativement bien. Mais comme disait Hello, effectivement, où est-ce qu'il est à la fin, quoi. Moi, j'en parlais avec Félicien, du coup, j'ai un peu encore développé ma pensée parce que je l'ai vu avec un ami, on en a reparlé après. Mais je trouve que le personnage du coup de Yas, c'est Yas, je pense, est hyper important dans le récit.
et apporte justement une dimension qu'il n'y a pas dans le récit, parce que je sais pas si vous remarquez, et donc ça me permet de parler en même temps un peu de forme du film, mais tout le film est tourné avec caméra à l'épaule, un peu dans un cinéma réaliste justement qui veut une patte moderne, un peu à la Dardenne quoi, à l'exception de quelques plans fixes, et je pense à un plan fixe spécifique qui se passe sur le toit de l'école, Oui, bien sûr. qui est le point de culminance pour moi du film, où là c'est là où l'émotion est la plus portée quoi. Il y a rien à faire de la musique, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc avec ça. Et là pour moi ça arrive à un degré en fait en plus grâce à ce personnage là. Et ce personnage apporte une dimension à Camille qui est importante, et justement qui a encore une dimension encore plus poétique. Et je parlais de la poétique visuelle, notamment avec le motif du renard, et il y a une poétique musicale du coup qui vient avec elle et qui est aussi intéressante. Bien sûr. Et encore une fois par rapport à elle, il y a une dualité dont j'avais parlé avec Félicien, entre le personnage de Camille et justement de Yass. Camille, c'est un personnage, donc un champion, comme on le dit, qui va gagner, etc., qui représente donc dans un sport qui est très masculin, considéré en tout cas comme très masculin, très viril, très... Voilà. Quand on pense à un sport d'hommes, de hommes, je dirais même, on pense à un sport comme ça, un sport de combat, en tout cas le boxe. Et Camille, pourtant, elle s'appelle Camille déjà, donc un nom mixte, a les cheveux longs, est vu comme un personnage qui est sensible, donc qui est presque, le terme est un peu bizarre, mais presque féminin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas qui est un personnage qui est sensible et qui n'est pas un archétype de la masculinité. Et j'ajouterais même que, même avant son accident, je trouve, on a l'impression qu'il n'a pas forcément envie d'être là. Enfin, qu'il est là par il y a une contrainte sociale, j'ai l'impression, dans sa participation à ce sport-là, quoi. Oui, et qui nous sera expliqué en fait à la fin. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'il... Qui nous sera en fait dit, en fait, pas mal, enfin, encore une fois, c'est du sous-texte, mais on comprend pourquoi il en est là. Ouais. Et c'est ça qui est bien fait. Et à l'inverse, justement, de Yass, qui, elle, est présentée comme un personnage qui est plutôt, du coup, masculin. Encore une fois, quand je dis plutôt, ce que je veux dire, c'est qu'elle est elle est enfin, elle n'est pas vue comme un personnage sensible, fragile ou ce genre de choses. Elle a en fait ses valeurs, elle a sa personnalité, elle est franche dans ce qu'elle pense, elle est franche dans ce qu'elle est. Et donc justement, c'est pas un personnage qui est à l'inverse de Camille, qui est en recherche, qui est en quête entre guillemets de son identité. Elle a une identité qui est beaucoup plus affirmée. Et en plus de ça, c'est elle qui va monter au front, on va dire à certains moments. Je vais pas préciser plus loin, mais c'est elle qui va aller vraiment au front. Et en plus de ça, elle est la première discussion avec les autres. C'est elle qui prend le lead de la conversation. Alors que dans un film classique, ça aurait été les hommes qui prennent le lead de cette conversation-là, et c'est elle qui se renfermée. Donc en fait, elle est vraiment caractérisée comme ça. Donc on a une dualité d'un personnage, donc d'un homme qui est caractérisé comme un personnage sensible, et d'une femme qui est caractérisée comme une femme, j'ai pas envie de dire virile, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, carrément. Et donc cette dualité entre ces deux personnages me fait penser que sans ces dualités-là, Camille ne serait pas arrivée à ces développements-là de son personnage. Et je suis en fait... je comprends pourquoi elle n'est pas là à la fin, parce qu'à côté de ça, c'est pas une relation de couple. Et à aucun moment, on nous dit qu'ils sont en couple ou qu'il y a une relation. On montre même le contraire à un moment. Oui, c'est ça. Mais ça reste ambigu quand même. Hein. Bien sûr. J'ai juste fait un mouvement à Félicien pour qu'il voit le truc que je veux dire, mais ça reste. Ça reste ambigu, où on ne sait pas trop, et c'est pas parce que c'est pas une question. Il y a, c'est effectivement un prétexte de scénario. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, ça peut être le cas, mais elle n'est pas traitée comme prétexte. Elle est beaucoup plus que ça. Elle a un fond, elle a une personnalité, elle a une elle est caractérisée. C'est un personnage, quoi. C'est pas comme dans Marty Suprême. Ou... Oui. Allez. Sans vouloir. Oui. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Je sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose. Juste parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Moi, j'ai bien aimé le traitement des corps en mouvement dans les séquences de boxe. Je trouvais que je suis pas du tout habitué à ce genre de film de boxe, etc. Mais je trouvais que j'étais encore une fois pris dedans et je trouvais que c'était bien filmé, quoi. Oui, la danse des renards, la danse, il n'y a pas vraiment de danse dans le film, justement, c'est par rapport à la boxe. On pense au cours du coup du même enseignant, décidément il est partout, mais qui est justement dans ces cinémas. Et donc il y a cette notion de corps qui bouge en mouvement, qui est en lien justement avec les renards. On a encore une dimension poétique même dans la boxe. Et... ça, la danse, je l'avais bien compris. Vas-y. Mais moi, je voulais aussi rajouter par rapport au corps et à la danse, etc. Moi, ça me rappelle aussi beau travail de Claire Denis, qui pose aussi, mais je sais. exceptionnel, mais qui est aussi un film, par rapport à l'homoérotisme et etc. Dans un contexte aussi d'hommes, d'entre-soi masculin, d'hommes, et avec des hommes très musclés, etc. Et qui a ce truc en fait, on peut jouer avec de pouvoir jouer avec la masculinité au travers des corps. Je trouve ça assez intéressant aussi, donc voilà. Ouais, 100% d'accord avec toi. Oui, dernier mot quand même sur Valérie Carnoy, du coup, c'est son premier long, et c'est incroyable comme premier long. Je veux dire que c'est un très bon premier long. On voit qu'il y a certaines thématiques qu'il aurait voulu approfondir à certains moments. Je me dis, il y a des trucs qui sont survolés, qui auraient mérité un peu plus de fond, ou alors des fois c'est peut-être un peu trop consensuel, je sais pas si vous voyez, ça aurait pu avoir des fois un peu plus de poigne, et voilà, mais c'est normal, c'est un premier. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est 1h30, c'est bien 1h30.
mais je pense qu'avec un peu plus d'affirmation, il pourra aller encore plus dans son cinéma. Mais c'est un très 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 beau premier film. Hein. Purée. Ouais. Donc voilà, c'était La danse des renards, donc de Valérie Carnoy avec Samuel Kircher, Feikal, non toujours pas. Fessal toujours. Fessal, Anna Flou et Anna Ekel. La danse, c'est chouette 2 minutes. Les renards, c'est chouette 2 minutes. Peut-être un peu plus pour certains. Mais honnêtement, si on regarde ça, c'est pour voir ce qui se passe dans un internat de garçons. Parce qu'honnêtement, rien que tel que les internats de garçons pour finir BFF, évidemment, comme Mario et Luigi, dont on va vous parler maintenant. Salut mon grand. Tu voulais nous voir? Bougez surtout pas, je reviens. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, on se retrouve pour parler de Super Mario Galaxy, le film, réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, avec les voix françaises de Pierre Tessier pour Mario, Audrey Sourdy pour Peach, Benoît Dupac pour Luigi et Jérémy Covillo pour Bowser. Et donc Super Mario Galaxy, le film, c'est l'histoire, donc je vais lire le résumé de Allociné parce que c'est ok. Mieux. Okay. Donc à peine installé au royaume champignon, un mystérieux appel à l'aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d'ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d'amis très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendu. Merci Eva. Merci Eva. Alors c'est l'heure du crash test pour notre stagiaire. J'aime bien dire stagiaire parce que c'est vraiment, ça n'a aucun sens de dire ça. Je pense que, je sais pas à quel point tu l'as aimé. Donc dis-nous sur 5 combien est-ce que tu mettrais à ce film. Alors, en toute subjectivité évidemment. 3,5. 3,5, beau ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu le premier. Ah oui, moi et aussi. Que j'ai préféré celui-ci. Oh. Ouais. Waouh, on va avoir un conflit. Mais en fait, pour une chose très simple, c'est que mon personnage que je choisissais tout le temps dans Mario, c'était Peach. Et que là, enfin, l'histoire est un peu centrée sur Peach et sur sa sœur. Du coup, spoiler. Et pas trop sur Mario et Luigi, même si on les voit beaucoup. Mais du coup, c'est vraiment ça que j'ai bien aimé dans le film. Et aussi le fait que Bowser soit un très petit moment gentil. Je l'ai bien aimé, genre il m'a touché un petit peu. Ok, ouais, dans l'ordre de personnes qui ont aimé, du coup, après on a notre Eva. Oui, mais en fait, je vais pas passer un mauvais moment. Alors, je n'ai que des points négatifs à dire sur ce film. Tu l'as coûté aussi avec que des points négatifs à dire. J'ai pas que des points négatifs. Je peux parler. Je vais commencer par un truc positif. Mais donc, commençons par un truc positif. Soyons tous positifs pour débuter. Effectivement, 1h30, c'est beaucoup trop peu et on le ressent bien. Ça sonne comme une contrainte. Ils ont dû faire rentrer au forceps tout un tas de trucs et je trouve que autant il y a des moments qui sont extrêmement mal faits, très lourds et des transitions qui vont pas du tout et qui nous sortent complètement du film, autant il y a un moment où j'ai trouvé ça vraiment super élégant, j'ai envie de dire. Notamment le moment où, alors je sais plus comment ça s'appelle cet endroit, le portail céleste, genre l'espèce d'aéroport intergalactique, quand Peach et Todd arrivent là-bas. Ils se font voler leur sac par un petit singe et donc s'introduit une manœuvre dilatoire. Je peux utiliser des mots compliqués qui en fait consiste à faire un peu des détours dans la narration principale pour injecter un peu de stress, d'angoisse, je ne retombe plus sur les mots, mais vous avez compris. Suspense. Voilà, de suspense. Exactement ça, exactement ça. Hitchcock be like. C'est c'est super important dans ce genre de film, à peu près tous, mais particulièrement ici. Et le cinéma d'animation en fait clairement usage. Et autant du coup dans un film d'1h30 il faut pas en mettre trop, il faut quand même les mettre et là je trouve que c'est super, c'est traité de manière super élégante parce que cette manœuvre dilatoire amène finalement les deux personnages à avancer dans la narration principale, c'est-à-dire que ils doivent retrouver le sac, ils font tout un petit périple pour retrouver le sac et au final ils ont une info sur le reste de leur quête et ça je trouvais que c'était traité de manière assez élégante et intelligente dans le sens où ils ont qu'1h30 pour traiter le sujet, ça part dans tous les sens et donc il faut essayer de
de faire avec ce qu'on a. Autant il y a des moments où c'est vraiment, par exemple, je pense à l'attaque du... c'est quoi, Starling Fox, je sais pas, en plus j'ai joué au jeu, la honte. Ouais, t'inquiète, il y a pas de... Quand ils se font attaquer par Bowser et son fils, il n'y a aucune transition, quoi. Tu te sors complètement du truc, même la musique ne suit pas. Et là, franchement... On approfiera les points négatifs après, t'inquiète. On a le temps. Mais sinon, voilà, j'ai pas passé un trop mauvais moment. Je trouve que le début, il pose relativement bien ses bases. Et j'étais tout de suite... j'ai bien apprécié. Après, bon, ça s'est accéléré très rapidement. Et ça, un peu moins bien. Et puis aussi, voilà, si je peux terminer avec un point négatif, je dirais que je sais pas ce que le film essaye de faire. Surtout au niveau du traitement de Bowser. Je comprends pas pourquoi... c'est quoi, c'est la rédemption est possible, puis en fait non, et puis en fait si, parce qu'il est quand même pas tout à fait méchant maintenant, il est un peu gentil, et donc voilà, là ça me perd complètement. Et puis la scène de fin, voilà, il y aura un 3 et je comprends pas, enfin j'ai l'impression que ça va juste rejouer le 2. Je sais pas comment est-ce qu'ils pourront s'en sortir, surtout s'ils sont de nouveau limités à 1h30 pour faire quelque chose de bien. Est-ce que ce serait nécessaire? Je pense pas. Ok, très positif finalement, dis-moi. J'ai pas passé un mauvais moment, donc moi je reste sur 3 sur 5. Franchement, c'est un truc que je pourrais regarder voilà, sans prise de tête. J'ai passé un bon moment. Ok, j'accepte. Vas-y, Hello. Moi, du coup, j'ai passé un moment correct. J'ai pas vu le premier. Et, ça a été poursuivre justement? Oui, j'ai pas vu non plus. C'est vrai que... Enfin, j'avais la rêve de la musique pitchounette et je partais du principe que c'était suffisant. Mais donc, pour moi, il y avait du coup des gros problèmes de rythme. Et donc, j'ai noté une inégalité narrative. Ça veut rien dire. Mais en gros, genre, c'est juste... ça perd le spectateur, je trouve. Justement, pour moi, c'est juste la raison qui explique ça, c'est... le fait que, enfin moi ça me donnait l'impression qu'ils devaient caler un max de personnages en 1h30 et qu'ils ont dû créer l'histoire à partir de là. Enfin c'est ce que ça m'a donné comme impression, et donc un effet un peu patchwork où genre on est en mode bon là il faut Yoshi, du coup il faut qu'on trouve un moyen d'amener Yoshi, ok il faut ça, il faut trouver un moyen d'amener ça, et de juste faire comme ça et de devoir aller super vite et ça perd le spectateur. Et once again j'en ai marre qu'on prenne les gosses pour des cons, parce qu'en fait les gosses vont remarquer que genre dis non, mais en fait moi j'ai fait un nom de la tête parce que le film est déjà en train de faire un box-office de dingue. Mais oui, mais parce que c'est Mario. Mais en fait moi c'est le truc de genre plus largement, je trouve ça m'énerve les films où genre on essaye de faire des trucs très impressionnants, mais on met plein d'effets, c'est super beau, c'est super machin et tout, et t'es un peu genre, tu sais, t'as l'impression d'être propulsé au fond de ta chaise en mode genre, oh, il y a plein de trucs et tout, et c'est très bien, mais genre, je trouve ça hyper dommageable, parce que justement, le fait qu'il n'y a même pas vraiment de morale, Eva abordait le personnage Bowser et tout, je suis en mode, effectivement, tu dis quoi aux gosses, quoi, enfin... Et genre, c'est quoi l'intérêt derrière, à part de juste faire des entrées et de... Enfin, je trouve ça un peu nul. Donc voilà. Eva, vous voulez réagir par rapport à ça? Je veux juste réagir parce que du coup, comme je dis beaucoup de trucs négatifs alors qu'en fait, mon avis, il est positif. Ouais. Yoshi, je trouve que la backstory, moi, j'ai adoré. J'ai passé un super moment. J'étais en mode, vas-y, bouge ton boule. C'était... Ouais, j'ai trop kiffé. Ok. Voilà. My turn. Je pense, honnêtement, que c'est le pire déchet industriel que j'ai vu. Marco. Ah waouh. Depuis Minecraft. Ah. Donc, ouais. ça fait du coup... non, Jack Bride Black n'est pas un déchet industriel, c'est une faute. C'est vraiment comment dire, un raté. Un raté, j'ai envie de dire un accident total pour Maggie Gyllenhaal, mais c'est pas, je peux pas reprocher ça au studio, tu vois. Genre, je veux dire, c'est Maggie qui a peut-être que c'est aussi le studio et tout ça, mais je pense que Maggie était fière de son film et tout ça, donc il y a un problème derrière ça. Ici, il y a pas d'auteur derrière ça. T'as cité 2 réalisateurs pour commencer. En fait, il y a pas de réalisateur derrière ce film. Pardon, je sais que Lucie a bien aimé ce film et je veux pas du tout minorer le fait qu'on peut apprécier ce film parce que je pense qu'il est fait pour les personnes qui ont les refs. Et je pense que moi, j'ai pas joué au jeu, par contre, le monde vidéoludique m'intéresse beaucoup et donc j'ai dû regarder j'ai lu du coup pas mal sur Mario, notamment sur Mario Galaxy, et sur l'impact qu'il a eu sur une génération, sur comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce qu'il est fait. En fait, j'ai l'impression que ce film est juste là pour vendre des jeux et pour donner une quantité de références hallucinantes. Hein. Vraiment, il y en a beaucoup, mais de trop. Et ce qui fait que du coup, tous les personnages, ils oublient en fait que c'est un film. Et du coup, aucun des personnages n'est développé. Aucun des personnages a un axe narratif, un axe simplement de développement qui est pertinent et agréable à suivre. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il n'y a rien dans le film. Il n'y a strictement rien. Je sauve une chose du film.
Et donc c'est pour ça que je m'arrêterai juste avec ça. Et après, je vous laisserai parler de défendre le film et je viendrai juste mettre un dernier clou dans le cercueil pour bien taper dessus comme il faut parce que je suis vraiment en colère contre le film. Le point positif du film, du coup, c'est ils ont beaucoup plus d'argent que dans le premier. Ça se ressent par les effets spéciaux et par notamment, on parle de la scène de combat simplement avec le Bowser Junior. C'est très mal monté. Par contre, c'est très bien animé. Je veux dire, par là, c'est son masque qui devient quand il se peint, etc., de la couleur qui prend sa forme, etc. L'animation de la peinture, l'animation donc des cheveux, par exemple, simplement des Bowser, c'est très, très, très beau. Il y a beaucoup de trucs qui sont très beaux. Et justement, ça va pour moi aussi au disque du film, parce que comment est-ce qu'on peut mettre autant d'argent dans un film pour en avoir un scénario aussi nul? Enfin, c'est inconcevable. Inconcevable pour moi. Et je trouve que ce qui m'énerve en fait dans l'histoire, c'est que surtout ça a fonctionné au box-office, comme le 1 qui a super bien fonctionné au box-office. Il va y avoir un 2, il va y avoir des spin-offs, il va y avoir des trucs, etc. Et ça va me flinguer en fait, c'est juste ça, parce que je vais devoir me retaper un film comme ça. J'allais devoir revoir pour ce podcast. Mais si ça se trouve, c'est pas fini, ça va être bien, ils vont se reprendre. Mais non, parce qu'ils vont écouter le podcast, ils vont se repentir. On le renverra. Oui, mais Michel va nous écouter. Non, parce que ils vont se dire que le 2 va fonctionner. Le 2 fonctionnera. Vu le phénomène du 1, le 2 fonctionnera sans aucun problème. Et donc, ils vont se dire, ça fonctionne. Donc, autant continuer à prendre nos spectateurs pour des cons et ça ira, quoi. Et encore une fois, je ne minore pas ton appréciation du film. Mais par contre, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il n'y a pas besoin de faire plus, là. Genre, j'ai bien aimé parce que j'ai passé un bon moment, qu'il y avait des petites vannes, que c'était, voilà, les refs étaient sympas et tout. Mais c'est un bon moment, point, quoi. Genre, il n'y a pas besoin d'en faire 14 en plus, c'est bon, quoi. On a compris, je crois. On avait le tour de l'histoire, là. Ouais, je sais pas si vous avez... Allez-y, continuez à en parler parce que moi, franchement, c'est que du négatif. Donc, vraiment, je peux rien sauver du film. Alors... Je sais pas si j'avais noté 2-3 trucs, mais je repense au fait qu'effectivement c'était très beau et ça doublé de la projection laser de la salle 2 des Grignoux, j'étais contente. Ah oui, c'est vrai. J'étais en salle 3. Ah, merde. Pardon. Tant pis. Non, grosso modo, c'est ça, hein, le film est trop court. Ils ont fait rentrer au forceps des trucs... Du coup, je sauve la scène toute la séquence sur le portail céleste, je sais pas quoi. J'en reviendrai dessus après. Pour moi, était vraiment relativement. Je trouve que ça permettait de sauter quelques trucs de manière un peu élégante et un peu plus intelligente que juste boum, voilà, il se passe ça et puis tant pis. Et la fin, voilà, c'est trop rapide et pareil, tu comprends pas trop, genre. Un petit spoil, je sais pas dans quelles circonstances je peux dire ça, mais à la toute fin, quand ils arrivent au château de Bowser. Enfin de son fils, et qui sont sur cette espèce de passerelle, de petits ponts, et que t'as Bowser qui arrive et qui est là, et genre avec ses gros yeux rouges, je me dis, mais à un moment donné, il va s'arrêter, il va dire, allez les gars, vas-y, allez-y, c'est bon, je fais diversion. Ouais. Genre je pensais que du coup, on allait continuer dans ce truc de rédemption, et c'est ça que j'ai pas du tout compris ce qui se passe, quoi. Ça, j'avoue, c'est frustrant. Ouais, c'est ça. C'est même à la fin. What do you mean? Les gentils sauvent les méchants, ça veut dire quoi aussi? Et puis après, mais les méchants sont vraiment méchants, et parce que du coup, pareil, en fait, j'avais plein de... Enfin, j'essayais de suivre un peu ce qu'on essayait de me raconter, et à chaque fois, on déjouait ce que je pensais qu'il allait se passer. Idem à la fin, après le combat final, la planète, elle devient toute plein d'herbe et toute jolie avec des fleurs et tout. Et je me suis dit, en fait, ils vont les laisser là, et ça va être une espèce de prison dorée, mais hashtag potentielle rédemption, j'en sais rien. Et non, en fait, ils se retrouvent en prison après. Et pourquoi? Enfin... Je pense qu'on peut dire ça, tu dis pour ces deux personnages-là. Aucun des personnages qui est réalisé correctement. Mario est traité pendant 30 minutes comme amoureux de Peach. Ce ne sera pas résolu. Ce ne sera même pas mentionné à la fin. Ça n'existera pas. Luigi est caractérisé comme un personnage trouillard, etc. En fait, il a aucune caractérisation. Ils l'ont caractérisé dans le 1, ils se disent c'est bon, plus besoin de le caractériser maintenant. C'est fini, il a déjà été caractérisé dans le 1, donc on n'a plus besoin de le faire. J'ai oublié comment il s'appelle, cette tortue-là. Yoshi, pardon. Yoshi est caractérisé en exactement 5, même pas 5 minutes, et il n'est pas caractérisé en fait. On lui montre son petit parcours, où en fait son parcours, c'est juste un court-métrage. C'est un court-métrage. Tellement satisfaisant à regarder. Moi, ça, j'ai adoré mon moment. Voilà. Je pourrais retourner voir le film juste pour ces scènes. Oui, mais tu peux pas. Il a pas de caractérisation parce que c'est considéré comme un animal de compagnie. Donc évidemment, il n'est pas caractérisé. Oui. Et on continue avec Peach. Peach, en fait, c'est elle qui devient le personnage central de ce film. Peach, elle a autant de temps d'écran de Mario. Alors que désolé, mais là, c'est son film, c'est censé être son truc, c'est son moment. Elle a moins de temps d'écran que Mario, c'est sûr en plus. Et en plus de ça, sa sœur, etc., tous ces mecs-là, tu ressens rien. On va arrêter, tu ne ressens rien. Mais c'est super intéressant d'aller voir une petite backstory sur ce personnage qu'on connaît tous, mais effectivement, c'est pas. C'est pas assez creusé, quoi. Mais c'est pas creusé. Ça tombe à plat. Il y a rien. Et Bowser, du coup, on revient là-dessus. Il est caractérisé au départ comme un méchant qui fait semblant d'être gentil, puis comme un faux méchant qui est en fait gentil, et puis à la fin qui est en fait un vrai méchant mais qui doit pas être gentil. Donc en fait, son personnage n'a aucun sens du début à la fin du film. Et il se passe son temps à se contredire. Donc au final, le film, si on prend juste le truc des caractérisations de personnages, ça ne va pas. Il n'y a pas d'écriture de personnages, il n'y a pas d'écriture scénaristique, il n'y a rien. Et
Ce qui m'énerve en plus de ça, c'est que c'est Nintendo qui produit ça. Nintendo qui est l'un des plus grands studios de jeux vidéo actuellement. Et je veux dire, c'est un film qui est là pour vendre des jeux. Et le film, du coup, est juste un produit marketing, de merchandising comme ça, juste pour essayer de vendre des produits qui se vendent en fait déjà très bien sans ça. Et ça va fonctionner. Et je répète, ça va fonctionner. Moi, j'ai très envie d'aller racheter le jeu. Enfin, d'aller dépoussiérer ma Wii et de lancer ma Galaxy. Vas-y, Hello. Mais dans la lignée, le casting original, parce que du coup, là, pour les voix françaises, effectivement, c'est des doubleurs, on connaît pas. Mais les voix originales, c'est impressionnant, genre. Vraiment. C'est pendant 5 étoiles. Mais vraiment, parce que au générique de fin, j'étais outrée. Parce que je savais. Pitch, hein. Mais pour Pitch, je savais pas que ça allait être elle. Mais ma vie en plus, love you Anya, vraiment. Parce que du coup, ils vont écouter le podcast, les gars. Donc je passe mes messages. Non, bien sûr. On t'embrasse. Non, mais effectivement, même ce casting va dans la lignée de ce que tu décris, de justement de faire acheter, etc. Et c'est vrai que bon, c'est un peu médiocre tout ça. Mais c'est ok. Et je pense que les gosses qui ont été, en vrai, ils ont pas passé un mauvais moment. Et aussi dans la salle, j'entendais des enfants rire et tout, et je trouve ça quand même fou. Je trouve ça émouvant, le pouvoir du cinéma, mais après, bon, j'essaie de trouver des trucs positifs à dire. Non, mais t'as raison. Ouais. En soi, vous l'avez quand même pas mal coté par rapport à ce que c'est, ce qui est très bien, hein, mais j'ai du mal à voir ce que vous voyez dans le film, parce que moi, je me suis ennuyé tout le film. J'attendais la fin avec vraiment, je ne mens pas quand je dis ça. Alors que c'est un film d'animation. Et dans les films d'animation, moi, je pars très positif. Et là, d'1h30 en plus. Ouais. Après 1 heure, j'ai eu un peu le temps long, j'ai regardé l'heure et je me suis dit, bon ben voilà. Et surtout qu'en fait, étonnamment, moi quand je vois ce genre de film, je me dis, ça va être chaud, ça va passer vite, parce que généralement, effectivement, c'est le genre de film qui passe super vite avec un rythme qui est très bien tenu. Et là, ça n'a pas été tellement le cas. Donc, comme disait Hello, il y a une super inégalité au niveau du rythme où des fois, ils prennent le temps de poser tel ou tel truc, et puis ça va super vite, et donc tu te perds et tu sors complètement du truc. Oui, non, c'est dommage. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. Ok. C'était chouette. Ok. Vas-y, Lucie. Mais en fait, je comprends ton ressenti si t'as vu le premier. Parce que, à mon avis, t'avais des attentes aussi par rapport au premier. J'avais détesté le premier aussi. Hein. Donc, mes attentes, je me dis juste, est-ce que ça va être pire ou moins bien que le premier ? Le premier, je me souviens à l'époque, je l'avais coté à 1,5, 2. J'avais coté à 2. Mais parce que. Oui, j'étais vraiment. Donc, t'avais détesté aussi le premier. Donc c'était pas, t'avais adoré et t'étais là. Mais le 1, par contre, je me suis pas ennuyé devant. Je le mets à son crédit, effectivement. Le 1, je m'étais pas ennuyé. Je le trouvais. Franchement, si vous avez aimé, toléré le 2, regardez le 1 parce qu'il était plus. Il y avait un peu plus d'idées, j'ai envie de dire. Il y avait un crescendo qui était au moins tenu. Il y avait pas un peu plus de trucs. Je sais pas si tu l'avais vu, toi, le 1, Félicien ? Non. Oh. Non. Mais du coup, non, c'était juste pour dire ça. Et aussi le fait que ce film-là, je crois qu'il faut aller le voir, un peu en mode t'es un enfant, quoi. Tu regardes le truc, mais je le voyais plus en mode, je vois toutes les refs quand je jouais à la Wii, Peach, je choisissais Peach à chaque fois, enfin, je sais pas, il y avait un truc de, tu vas voir le film, dans un mood un peu chill, quoi. Tu vas pas le voir en mode, je veux analyser le film parce que, effectivement, quand vous allez dans les détails, je suis en mode, non, je suis d'accord. Donc clairement, c'est la seule manière de pouvoir l'apprécier. Mais c'est ça, sinon... mais c'est ça qui me pose problème, c'est que, comme Hello le dit, c'est prendre des gens pour des cons. Et donc, c'est presque de la manipulation, c'est ça que je vois. Parce que effectivement, je pense que si t'as aimé... Moi, j'ai pas joué au jeu, je pense que c'est pour ça que j'ai pas ce truc. Mais si t'as joué au jeu, tu vas aimer le film, alors que, formellement, ce film n'est pas bon. Non, mais je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Le mot de la fin, quand même, on te le laisse, Lucie, vu que tu es la personne dithyrambique de l'assistance. On me laisse, le mot de la fin. Non, mais c'est vraiment ça. C'est juste aller le voir en mode je suis un enfant qui est nostalgique de la Wii. Et pas faire trop attention à tous les petits détails. Petits détails. Juste, Bowser, franchement, c'est... Joker. Donc, c'était Super Mario Galaxy, super, réalisé par Aaron Horvat, Michael Jelenic, avec les voix françaises donc de Pierre Tessier, Audrey Sordive, Benoît Duparc et Jérémy Covillo. On enchaîne tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps maintenant. Mario, cette merveille, on passe tout de suite à I Swear, du coup, de Kirk Jones avec Robert Aramayo, Shirley Anderson et Maxine Peake. Morning, John. Late again. Traffic was terrible. John, I need to take you shopping after football. I'm starting big school in 2 weeks. Thought I was mistaken.
Ladies? I dream of a lady in body. A tale that she... Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et on se retrouve pour parler de I Swear, un film de Kirk Jones avec Robert Aramayo, Shirley Henderson et Maxine Peake. Et tout de suite, je vais vous lire le résumé d'Allociné. Dans les années 80, John Davidson grandit avec le syndrome de Gilles de la Tourette, une pathologie encore largement méconnue. Entre incompréhension, stigmatisation et détermination, son parcours, d'abord semé d'embûches, se transforme en combat pour être reconnu tel qu'il est, au-delà des préjugés. Merci Héloïse. Merci. Alors, nous sommes 3 à l'avoir vu celui-ci. Déjà, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas, Eva? Ah, moi j'aime bien. Genre, je vais pas. Moi je l'ai coté quoi. J'ai mis quoi 3,5 sur 5. Donc, c'est pas, je vais pas dire que c'est un grand film coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment. Et pour tout plein de raisons que j'exposerai après, je le trouve très important et très bien. Enfin, il réussit très bien ce qu'il veut faire. Super. Et là? Tout pareil. Oui, c'est très bien, c'est très chouette. Ça va où on attend que ça aille et c'est très bien. Je suis un peu plus positif que vous, moi, je pense. Oui, ça va effectivement là où on veut que ça aille. C'est un peu, si vous avez, ça fait un peu penser au cinéma anglais, justement, social de Ken Loach. Moins, je trouve. Il y a quand même des scènes, on y reviendra après, hein, mais voilà, je trouve en tout cas. Mais ça a le mérite d'aller plus loin que ça et de me prendre vraiment au trip à certains moments et de le prendre. Ça tombe pas dans le pathos, en fait. Ça évite à certains moments. Non, je pense que des fois, moi, ça j'ai rentre. chialé tout le film. Hein. Oui, mais ça rentre dedans, mais ça n'essaie pas juste de tirer l'alarme. Peut-être il y a 2 séquences que je sauve pour. Enfin, où là, oui, ça tire l'alarme et c'est tout. Mais le film ne rentre pas là-dedans et il joue très bien entre des moments comiques et des moments justement très tristes. Ça, oui. Et vraiment, c'est de la belle comédie anglaise, enfin, comédie dramatique, historique, biopic, je sais pas comment dire tout ça, mais anglaise. Et ça me fait plaisir de voir ça. Je trouve que le casting est bon, la réalisation est bonne, tout est très bien et voilà, je suis content. Moi, je note juste, mais alors je comprends pourquoi est-ce que c'est là et j'entends bien, c'est pas tellement une critique. Mais je trouve que c'est peut-être un chouïa trop didactique pour la spectatrice que je suis. Maintenant, je comprends qu'en fait, ça s'inscrit vraiment dans une espèce de continuité du travail de. J'ai oublié son nom, de John, il me semble. Oui, c'est ça, c'est John. De John, d'éducation sur sur la Tourette. Et il y a juste une scène qui, moi, m'a énervé, c'est un grand mot, mais quand il est à la fin, quand il est dans la bibliothèque, et que t'as à tous les rayons une espèce d'affiche où il est marqué Quiet Zone, et qu'il y a un sous-titre en disant zone de silence, comme si on n'avait pas compris que, bon, il est dans une bibliothèque, il faut se taire, il y a un panneau qui dit qu'il faut se taire en anglais, et en plus on a le sous-titre qui dit qu'il faut se taire. Donc, ce genre de choses-là, peut-être, voilà, un peu trop. Maintenant, je pense que c'est quand même important, et moi je note le fait que. Effectivement, si j'avais la Tourette, je vois un film comme ça, bon sang de bonsoir, je comprends à quel point est-ce qu'il doit être important. Surtout que, oui, tout le monde, maintenant, on sait ce que c'est, on sait quel genre de syndrome c'est, ce que ça crée, ce que ça provoque, on sait bien que c'est quelque chose qui est indépendant de la volonté des personnes qui en souffrent. Et en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir tellement en tout cas dans la culture populaire, de représentation de ce truc-là, accessible et un peu... le personnage qui est très mal fait du coup dans les cartoons. Je sais pas si vous voyez le petit cochon là. Oui, mais qui est caricatural de ça, qui est très caricatural et ouais, qui est pas un bon personnage. Dans Winnie l'ourson. Non, une espèce de petit. Attends, je suis incapable de dire le nom dans les Looney Tunes. Le chasseur avec son. Je vais pas dire les mots ici parce que voilà, mais on va dire qu'il y a beaucoup d'insultes. J'ai tapé. Non, je veux pas dire ça. Mais oui, mais c'est pas grave. Mais oui, voilà. Je reprends de coup un peu la parole juste pour mentionner cette notion de didactisme qui m'a fait du bien parce que je connaissais le syndrome de Gilles de la Tourette en pensant que c'était juste les mots. Je savais pas qu'il y avait tous les gestes et tout ça. Je savais pas que c'était aussi des tics uniquement nerveux. En fait, j'avais une vision très caricaturale du tic, enfin de la maladie, quoi. Et ça m'a vraiment appris quand même pas mal de choses, mais c'est pas didactique, je trouve, au point de voir qu'il t'explique juste le truc. Non, en fait, tu suis le personnage principal. Et là où j'ai beaucoup de mal avec le début, qui est pour moi très pathos, donc la scène quand il est enfant et tout ça, pour moi, ça tombe dans du pathos. Et là, du coup, je suis hermétique au film et ça me met en colère. Enfin, en colère, voilà, c'est vite dit. Et après, quand on passe, du coup, sur Robert Aramayo, là, il y a un jeu, encore une fois, une prestation d'acteur qui est magnifique. Je comprends pourquoi il a eu son BAFTA, il le mérite. Autant, je veux dire, d'un point de vue politique que d'un point de vue de jeu d'acteur. Et moi, ça me plaît de voir un acteur qui joue bien pour un rôle aussi engagé et
surtout après son Elrond, quoi. Je veux dire, pour ceux qui ont vu. J'allais en parler. Pardon, mais après son Elrond, waouh. Mais oui. On attend voilà. la saison 3. Oh, il n'y aura pas de saison 3. Arrête. Non, il n'y en aura pas, je pense. Bref, voilà. Parce qu'elle est bof, mais j'aime bien. Oh non, Gadriel, bref. Héloïse, pardon. En fait, moi, parce que je suis une rageuse, pendant le film, j'étais énervée, moi. Que je trouvais ça tire-larme. Enfin, il y a un moment, j'étais en mode, bon, ok, moving on, genre. Et j'étais très... oui, j'avais beaucoup de mal. Et puis au final, j'étais en mode, bon, Héloïse, arrête. Calme tes nerfs. Genre, détends-toi. Et du coup, je me suis détendue et j'étais en mode... Parce qu'en fait, j'étais en mode... Ça me saoulait parce que j'étais pas en adéquation avec le film. Et je trouvais que ça tombait vraiment dans le pathos, que vraiment... genre... Je voyais les gens pleurer autour de moi et j'étais en mode, en même temps, comment faire autrement que de pleurer face à ça, mais je sais pas, sur le moment, ça m'avait un peu agacée parce que j'étais en mode, on peut faire passer des messages autrement que par l'émotion et voilà, et au final, je me dis, c'est quand même une histoire vraie, c'est quand même des trucs qui existent et qu'effectivement, c'est important de voir tout ça et qu'il faut se calmer et pas être une rageuse tout le temps. Et donc, moi, merci. Mais j'ai pas autant apprécié le film que ça, parce qu'en fait, c'est pas mon genre de film aussi. C'est trop ma cam. Mais je comprends très bien. Mais si j'avais été le voir avec ma grand-maman, genre, ça aurait été autre chose encore, parce que j'en aurais parlé avec elle après et que j'aurais été la voir avec un public, un public, ma grand-mère n'est pas un public, mais genre un membre du public cible, en tout cas, j'ai l'impression que les films anglais comme ça touche vachement des personnes comme ma grand-maman. Non. Mais ça touche beaucoup d'autres gens, hein, mais oui, mais c'est ok, il est bien. Je suppose que je m'en souviendrai dans quelques années en mode c'était sympa, mais voilà, moi c'est pas le genre de film auquel je repense et je suis en mode incroyable, quoi. Mais c'est très important, hashtag représentation, hashtag tout ça, c'est très très important et c'est très bien fait. Juste that's not my kind of movie, mais c'est ok et c'est drôle, etc. Voilà, bref, je me tais. Mais non, mais pour parler du genre, moi comme je disais, je suis une très grande... c'est quoi le terme ? Spectatrice ? Une très grande spectatrice. Amatrice, exactement, du cinéma un peu social anglais. Moi, j'adore Ken Loach. Et là, j'attends c'est la semaine prochaine, Christy and His Brother, qui, à mon avis, va beaucoup me plaire aussi. Et j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns là qui arrivent. J'avais vu la bande-annonce d'un autre dont j'ai oublié le titre, mais c'est Hawk. Et effectivement, j'ai pas retrouvé, c'est pas du Ken Loach, forcément. Mais effectivement, en y repensant, maintenant que tu as ce que tu as dit tantôt, il y a beaucoup de ça et ça y réussit bien. Oui, je suis d'accord. Moi, d'un point de vue formel, le film est ok. Je veux dire, il n'y a pas de grands mouvements de caméra, il n'y a pas de grands plans, etc. Et pourtant, il y a 2-3 trucs intéressants. Je veux dire, l'étalonnage qui est sur une couleur gris très anglaise, justement. Ouais. Et on est sur aussi la scène de la reine, par exemple. On ne voit jamais la reine de face. Parce que et donc, on la voit, la seule fois où on la voit, c'est un truc qu'on voit Enfin, c'est des images d'archives. C'est intéressant parce qu'il y a un jeu par rapport à ça qui est ok et qui m'a fait sourire. Et je me suis dit, en vrai, je sais que les Anglais auraient réagi fort si jamais on avait vu la reine avec une actrice et tout ça. Et je suis que de voir quelle personne aurait pu incarner la reine. Genre la queen, quoi. Et donc, je trouvais ça ok. Et les scènes sont quand même... il y a quand même pas mal de gros plans qui sont pas... Enfin, je veux dire, je peux rien reprocher au film formellement. Et moi, dans la narration, il m'a quand même bien cueilli sur pas mal de points. Moi qui n'ai pas de cœur et tout ça. Il y a une scène que honnêtement, elle m'a bouleversé. Et si j'avais un cœur, j'aurais vraiment pleuré de tout l'âme de mon corps. Mais c'est la scène, je ne sais pas si vous voyez à la fin du film, il réunit tous les jeunes. Et à un moment donné, il y a un enfant qui tape sa mère. Et après, qui met sa tête dans ses mains. Cette scène-là, parce que c'est des vraies personnes, je pense, à ce moment-là. Enfin, je pense pas. Je sais que c'est des vraies personnes qui sont atteintes du syndrome de Jules-la-Tourette. Et cette image-là, j'ai l'impression que c'est une image qui est presque volée. C'est une image volée. Et qui décrit bien ce que c'est. Et qui met encore une fois un truc par rapport à ça. Et ma sœur a été... j'ai des personnes dans mon entourage, pas Gilles Tourette, etc., mais qui ont des problèmes, on va dire, qui sont liés à la psychiatrie de façon très générale. Et simplement la dépression. Je veux dire, c'est un problème qui est courant et pourtant on le traite très mal. Et des fois, ça peut faire mal aux proches. Et le voir comme ça, le voir que ça peut faire mal et voir comment c'est traité, je trouve ça très beau en fait. Et c'est pas ce que je dis par le pathos en fait, c'est que ça aurait pu vraiment tirer là-dedans et forcer le trait. Et je trouve que justement le personnage, donc notamment de Maxime Pic, etc., le personnage donc, de la belle-mère, est intéressant par rapport à ça. Apporte de la joie en fait, apporte un peu de légèreté à un sujet qui est très 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 dur. Même le syndrome, c'est pas un syndrome prétexte, mais je veux dire le simple fait,
la maladie est presque comique à certains moments. Je veux dire, il y a des scènes des fois qui sont drôles parce que les mots sont drôles. Et à la fois c'est drôle et il y a des moments où on comprend que c'est pas drôle du tout et que c'est juste, ça nous fait mal au cœur, quoi. Je veux dire, et je trouve ça bien traité, c'est pas mal fait. Et moi, j'étais avec un pote qui a pleuré tout larmes de son corps et pourtant, c'est un pote, j'ai envie de dire, qui n'est pas touché par spécialement, enfin, pas touché, qui n'est pas concerné directement par ça, mais simplement il a eu un problème ou il a eu une connaissance qui a un problème et ça lui a fait écho directement. Je trouve que le film, malgré le fait qu'il y ait un sujet très spécifique, rentre en écho avec pas mal de personnes. De ouf. Même moi, en tant que personne neuroatypique, ça a vraiment résonné avec plein d'éléments qui. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir être prise en charge, d'avoir un suivi très correct et super chouette, notamment de la part de mes professeurs quand j'étais en secondaire. Mais ça m'a fait du bien de voir un film comme ça, alors même que ça ne traite pas de ma neuroatypie à moi. Mais non, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je sais que si j'avais vu un film comme ça quand j'étais plus jeune, mon Dieu, l'impact que ça aurait eu, je ne sais pas exactement, je ne saurais pas le quantifier, mais je pense que ça aurait été fou. Non, je suis d'accord, il faut des films comme ça. On en parlait par exemple pour les films LGBT, mais pensez qu'il n'y avait pas eu de films LGBT avant les années 80, je veux dire, des représentations qui sont vraiment claires, années 70, fin des années 70, etc. Mais donc c'est important, ça a été important pour des gens simplement LGBT d'avoir une représentation au cinéma, parce que c'était une minorité qui était stigmatisée. Actuellement, je ne dis pas actuellement, mais les personnes atteintes de handicap sont des personnes qui sont discriminées par la société. C'est important, pas même dit que les hommes sexuels. Hein, qu'on soit clair, je ne mets pas ça sur un pied d'égalité. J'annonce. Tu dis que les LGBT sont handicapés. Tu dis que c'est une maladie. J'ai un petit truc en plus. Mais non, je ne dis pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est des représentations pareilles, il nous en faut. Ouais. Et il faut que ça devienne banal, en fait. Il faut qu'on voit des personnes comme ça qui n'est pas... On ne parle pas de leur vie, en fait, que ce soit normal de voir un personnage qui a ça dans un film. Sûr. Et ce sera cool. Enfin, je me réjouis d'avoir cette passe dans le cinéma. Ouais. Oui, c'est vrai que ça me fait penser à... On en avait un petit peu parlé du coup dans l'épisode pilote que personne n'aura entendu ici, mais Merci, nous. Oui, nous, évidemment. Mais dans Les Baronnes, l'enfant qui était atteint de la trisomie 21, je pense, et justement qui était traité... qui était mise en valeur, non pas parce qu'elle avait la trisomie 21 et donc... Ce ne sera jamais un sujet dans le film. Oui, c'est ça. Et c'était hyper intéressant. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pas la maladie qui relie une personne LGBT de là, c'est juste la sous-représentation dans les films ou dans les médias. Et donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de... Oui, et je trouve que c'est une grosse différence, par exemple, entre le cinéma américain et le cinéma européen. C'est que les Américains ont tendance, et c'est pas négatif du tout, ce que je veux dire, à représenter une personne LGBT, à lui donner une caractéristique vitale comme un sentiment LGBT. Je sais pas si vous voyez, mais par exemple aux États-Unis, dans les facs, vous avez des facs, il y a une fac qui sera dans des sous-écoles, je sais pas comment, des cercles si vous voulez. Il y aura un cercle uniquement cuir, il y aura un cercle des personnes noires, un cercle des personnes asiatiques et des différentes écoles comme ça. Donc nous, on aura un truc des étudiants où tout le monde est accepté dedans. Et parce que nous, on se dit que simplement, ça doit être banal et donc on ne va pas les différencier spécifiquement. Tandis qu'aux États-Unis, c'est quelque chose on doit marquer sa différence. Enfin, c'est culturel évidemment. Donc on doit Après, il y a aussi les rendez-vous en non-mixité qui sont complètement OK. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est intéressant d'avoir les deux représentations. C'est important d'avoir des films à la fois qui traitent du sujet dans le fond et à la fois d'avoir des sujets où simplement c'est pas un sujet et c'est des personnages qui sont banales, quoi, entre guillemets, qui sont comme avoir un personnage. Que ça arrive, qu'on arrive à là. Oui, c'est ça. Actuellement. Il faut pousser les bases, mais. Oui, bien sûr, mais d'avoir un personnage, par exemple, qui est LGBT et qui serait un personnage méchant. Genre qui serait un vrai méchant de cinéma, mais pas parce qu'il est LGBT, parce que simplement un méchant. Genre, j'attends ce moment, moi. J'attends de voir un gay qui veut gouverner le monde et rendre tout le monde pédé. Genre, ça, c'est mon rêve. J'annonce. Hollywood, écoutez-moi. Oui. Le film noir a versé là-dedans aussi. Oui. Pas dans le bon sens. Oui, j'allais le dire, pas dans le bon sens. Du coup, mais ce serait intéressant d'avoir des personnages qui sont pas parce qu'ils sont LGBT méchants, mais parce qu'ils sont méchants, quoi. Maintenant, peut-être que c'est un peu trop tôt. Il faut d'abord une passe, je pense, parce que sinon, là, ça verserait dans le film noir et dans un truc un peu bizarre, tu vois. Oui, bien sûr. Imagine, par exemple, on n'a jamais de ces représentations-là, puis d'un coup... Oui, bien sûr, mais les personnages gays, je veux dire simplement gay, c'est quelque chose qui est pas communément admis, mais en tout cas qui passe de plus en plus. C'est de moins en moins un sujet. Enfin, je veux dire, il y a moins de grands films où je fais mon coming out, parce que c'est quelque chose qui est presque... Oui, évidemment. Pas passé normal, mais genre, moi, j'en vois plus trop. Les films, maintenant, on parle de LGBT, c'est plus par rapport... il y a eu pour les PMA, par exemple, récemment et tout ça. Donc voilà. On s'arrête ici ? Oui. Moi, j'ai tout dit. Donc, c'était I Swear de Keith Jones avec Robert Aramayo, Shirley Anderson et Maxine Peake. Vroom. Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée, à mon petit déjeuner des perdants. Vroom. Un bon petit déjeuner, un bon petit déj.
Ça me ferait peut-être du bien. Non. Concentration. Vitesse. Vroom. Plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. Vroom. Effectivement, je suis rapide. Donc, c'est parti pour les rapides et furieux. Cette fois-ci, je serai le seul. Parce que oui, moi j'ai un peu trop de temps libre apparemment, j'ai surtout pas de copains-copines. Donc j'accepte d'aller voir des films seul au cinéma et du coup d'en aller voir beaucoup de films, c'est pas grave. Moi aussi, mais pas ceux que tu as été voir. Super, parce que c'était super les films que j'ai été voir. Alors, dans l'ordre, je vais vous parler de 3 films, rapidement et furieusement du coup. Le premier dont j'aimerais vous parler, c'est du pire au meilleur. On va être plus chouette. C'est d'abord Ceux qui comptent. Donc, Ceux qui comptent, c'est un film avec Pierre Lotin, que vous connaissez maintenant pour Tush Daddy dans Les Tuches. C'est lui. Donc, le film n'est pas ouf. Je veux dire, c'est une comédie française plutôt connue, classique. Le film ne me dérange pas. Je veux dire, je ne m'ennuie pas devant, pas comme Mario. Mais le film, par contre, est très mauvais. Caractérisation pourrie. L'acting est vraiment très mauvais, surtout chez les jeunes. Celle qui joue la fille, si vous avez vu le film ou si vous voyez le film plutôt, vous m'en direz des nouvelles parce que c'est une catastrophe. Rien ne va, les personnages sont mal caractérisés, c'est pas grave parce que le film c'est qu'il n'a pas de scénario et donc ne joue pas là-dessus pour nous faire rire. Et j'avoue que j'ai ri à 2-3 moments, la salle était plutôt contente, enfin je sais pas si vous voyez mais une salle qui rigole ça nous fait rire. Donc voilà. J'enchaîne tout de suite, donc toujours aussi furieusement, dites-moi, avec L'Ours et l'Oiseau. L'Ours et l'Oiseau, c'est donc un film, enfin plutôt 4 courts-métrages d'animation qui durent 41 minutes précisément. Félicien, mon partenaire d'animation, t'as déjà été voir des diptyques? Aucun. Aucun? On en a vu aucun. Donc, pas eu l'occasion. Moi, en tout cas, j'en avais vu 3. J'ai vu donc Les Premières Neiges, qui était de loin le plus mignon d'entre tous, qui était sur des bonhommes de neige et tout ça. Oh, c'était trop mignon. Franchement, j'ai beaucoup aimé Les Premières Neiges, avec ma fille en plus, donc c'est un côté encore plus mimes. Puis j'ai été voir La Princesse et le Rossignol, qui était très chouette aussi, avec les courts-métrages, évidemment, vous les comparez entre eux, il y en a qui sont mieux que d'autres. Et donc celui-ci, c'est L'Ours et l'Oiseau, et cette fois-ci, je n'en sauve que 2. Les autres étaient vraiment... Les 2 du milieu sont pas ouf, mais le premier et le dernier sont bien. Donc le premier, c'est de Paul Éluard, que vous connaissez certainement, notamment Une demoiselle autour de cette table. N'est-ce pas? Oui. Et celui-là était beau, donc c'est un peu de la peinture aquarelle. Donc c'est un côté très poétique dans la forme et dans le fond. Et je pense que les enfants, par contre, c'est pas destiné pour eux, mais ça dure 2-3 minutes, donc c'est très rapide. Et le dernier, donc, qui est très chouette sur une errance d'un ours qui essaie de retrouver son copain, hashtag petit ami, je sais pas trop, oiseau. Donc un ours et un oiseau, oui, ça peut être ensemble apparemment. Et donc on va suivre leur petit périple, qui est très sympathique ma foi. Voilà, c'était ça en plus, mais si vous avez des tout petits, c'est vraiment le bon film à voir en ce moment au cinéma. Je pense que c'est bientôt les vacances, donc n'hésitez vraiment pas. Je pense, quand je dis tout petit, c'est de 3 à 6 ans. Je pense que c'est un bon film, mais il n'y a pas vraiment mieux en ce moment au cinéma pour ça. Peut-être Jumpers, hein, mais pour plus âgés. Mais voilà, n'hésitez pas. Et le dernier, du coup, dont je vais vous parler, ce sera Les Rayons de l'ombre. Je pense qu'autour de la table, on devait être quelques-uns. Et les ombres, non? Oui, pardon, Les Rayons et les ombres, le livre de Hugo. Je sais pas s'il y a d'autres. Au départ, je me suis dit, ça, c'est le style de film pour Félicien. Mais vraiment, genre, je l'ai vu, je me suis dit... 3h15 du jardin et de collabo, franchement. En fait, le truc, c'est que c'est vrai que j'étais un peu curieux d'aller voir ça. Parce que la bande-annonce me rendait un peu sceptique quant à l'idée de un peu légitimer la collaboration. Ouais, non, justement, ça, je vais... mais oui, on en discutait. Mais oui, j'ai juste pas eu l'occasion d'aller le voir par manque de temps. Oui, le film dure 3h15. Très très long. Oui, mais à l'inverse, justement... Faut s'accrocher. Ouais, mais les autres films de la semaine durent pas trop longtemps. Hein. La part des films dure 1h30. L'Ours et l'Oiseau, là, je vois. 40 minutes. Ouais, 41 minutes. Chouette. Oui. Mais franchement, si t'avais pas été le voir, j'aurais été. Parce que je pense qu'il fallait en parler parce que c'est quand même une grosse sortie. Mais quand j'ai vu que tu l'avais mis sur Letterboxd, j'étais en mode, allez, c'est fait. Je m'y collerai pas. Non, je sauve le film. En vrai, j'y allais vraiment avec des pieds de plomb, moi. Mais très fort. Film historique, c'est déjà pas mon style de film. Jean Dujardin, j'ai beaucoup de mal avec lui. Et les collabos, voilà, surtout en ce moment en France, je vous avoue qu'un truc qui légitime les collabos, ça m'aurait très vite saoulé. Mais c'est pas le cas. Le film évite cet écueil pour moi et ne légitimera pas les collabos et ne justifiera pas leurs actes. Heureusement. Oui, heureusement, mais ça aurait pu être le cas. Je veux dire, actuellement, voilà, vu tout ce qui se passe en France, voilà. Mais moi, ce dont j'avais peur, c'était pas qu'il légitime
les collabos, parce que là, ça va quand même fort loin, mais seulement de dépolitiser un peu l'idée et de porter un regard qui se veut sans jugement et de dire aussi, ils ont été plongés comme ça parce que le système était assis, donc malencontreusement, ils ont été plongés dans la collaboration. Et c'est ça dont j'avais peur. Maintenant, non, c'est un peu plus complexe que ça, une justement. lecture juste par la bande-annonce. Mais... Oui, non, et j'entends, parce que moi aussi, j'ai eu cette lecture-là, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils vont expliquer pourquoi est-ce qu'il était collaboré et qu'au final, c'est pas vraiment de sa faute et que c'est un peu le destin qui l'a amené à faire ça. Il y a un peu de ça, mais c'est intéressant parce que justement, on voit différents types de collabos. Donc, il y a différents types de collaborationnistes. Vous voyez, il y a des collabos qui étaient en mode, on est d'accord avec le régime, donc on est pro-nazi, et en fait, les nazis ont raison, on est antisémite et tout ça. Il y a ceux qui ont profité du système, donc ils se sont vraiment dit, ok, là, je vais en profiter. Genre, il y a ce truc-là, je peux en profiter parce que j'ai des contacts, etc. Et il y a ceux qui étaient simplement là et qui ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient et qui étaient là en PNJ, quoi. Je veux dire, je pense notamment à des acteurs, actrices qui jouaient dans des films et qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Je veux dire, je pense à des très jeunes actrices. Voilà. Hergé. Oui, après. A écrit pour le soir. Oui, bien sûr. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas le genre de truc. C'est différents degrés de collaborationnisme et je pense qu'il ne sait pas mettre sur un pied d'égalité. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, oui, et donc le film montre différents profils de collabos qui sont justement de différentes teintes. Et Jean Dujardin est montré justement comme pas une personne bien. Je veux dire, Jean Dujardin n'est jamais montré comme une bonne personne qui a fait des bons choix, etc. Okay. Non. En fait, ce qui est très particulier, c'est quand on a une voix off qui est la voix donc du coup de sa fille, Corinne, je pense. Qui est actrice, elle, c'est ça Oui, c'est ça, qui est une jeune actrice, etc., qui a vraiment existé, évidemment, Corinne Lucher. Et donc, pourquoi pas. Et donc, on a cette voix off, qui est une voix off, et qui va expliquer, qui va justifier, en fait, pas mal de ses actes. Mais ce qui est particulier, c'est que pendant la justification, on va avoir les images sont à l'inverse de ce qu'elle dit. Donc, par exemple, elle va dire, on n'avait pas le choix, on n'avait pas le choix. Et en fait, on voit, en même temps, Jean Dujardin qui a 1000 occasions de dire non et de partir, quoi, avant que ça se termine. Donc, on comprend, en fait, il y a justement cette dissonance qui existe pour juste dire en fait non, tu essaies de trouver des arguments qui sont pas légitimes du tout, donc en fait ce que tu dis c'est faux, et ça c'est important du coup, et ça apporte une dimension au film qui veut dire effectivement t'es pas aussi coupable qu'on veut le dire, mais t'es quand même coupable quoi, c'est plus ça. Et voilà, c'est intéressant. Vas-y Eva. Moi j'ai juste une question, je sais pas dans quelle circonstance c'est un spoil, au pire sauter de... On peut le spoiler en soi, c'est est-ce que c'est une tondue ou pas c'est pas une tondue, c'est plus spécifique que ça en fait. À la fin c'est peut-être un spoil si je le dis. Passé du coup de 15 secondes, Félicien met une alarme à ce moment-là. Mais à partir d'ici, on va spoiler du coup. Donc attendez la fin des Rapides et Furieux, parce que c'est le dernier film dont je parlerai. Mais à partir de là, je vais quand même un peu spoiler, parce que c'est important, si vous l'avez vu, de remettre en contexte historique, parce que là, il y a un problème en fait par rapport au film, qui n'est pas un truc historique. Et c'est là que moi j'ai des problèmes par rapport au film. Donc 3, 2, 1. Ok. Donc en fait, à la fin du film, ils sont sur un voyage pour aller vers l'Italie, pour se réfugier là-bas, et ils se font choper par des résistants. Et à ce moment-là, du coup, Jean Hucher se fait enfermer donc, dans une fourgonnette, et elle va être devant une voiture, et va être... en gros, on roulera sur elle, pas roulerait sur elle, mais on va rouler pour être juste derrière elle, et elle devra courir pour ne pas se faire rouler dessus, jusqu'au moment où ils se feront choper par des vrais résistants, donc l'armée correcte, qui là, ils se feront enfermer légalement, et elle ne sera pas tondue, mais elle sera jugée. Ok. Oui, parce que moi, c'est un truc qui me touche beaucoup les femmes tondues. Hiroshima mon amour. Hiroshima mon amour notamment. Et je pense à... Là, j'avais vu, c'est quoi, c'est Lee avec Kate Winslet qui joue la reporter. Absolument, qui est incroyable. Il y a une scène avec une tondue et je trouve que c'est super... Enfin, je trouve que c'est très intéressant et je voulais savoir si elle avait été une tondue, quel genre de traitement le film aurait donné à cet aspect-là de... Du coup, de la fin de la guerre, mais s'il n'y a pas... Mais ce qui est problématique, ça c'est la fin du film. Dans la réalité, ça s'est pas passé comme ça du tout en fait. Dans la réalité des faits, Jean Hucher s'est fait arrêter quand il était déjà en Italie. Sa fille n'était pas avec lui. Ok. Et donc toutes ces histoires, et d'ailleurs les résistants qui sont un peu bizarres, et on a tous ce truc de se dire, est-ce qu'ils vont la violer ou pas? Il y a un moment où on se dit vraiment ça parce qu'il la touche, etc. Et en fait, ça n'a jamais existé. Historiquement, ça n'est jamais arrivé ce truc-là. Et donc c'est de se dire... Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mais parce que je pense que c'était aussi quelque chose qui était très... Qui arrivait, tout ça, je suis d'accord, mais... La violence populaire, elle a vraiment existé, quoi. Si, sur les femmes, exactement. Oui, bien sûr, mais dans le film, c'est pas le sujet. En fait, ce que je veux dire par là, c'est plus... Là, j'ai l'impression que tu veux décribiliser un peu pour dire qu'il n'y a pas que eux qui étaient méchants. Et là, j'ai eu un petit problème de me dire, en fait, ça dit à ce moment-là, c'est la seule fois où on voit les résistants du film. C'est la seule fois, c'est à ce moment-là. Et la seule fois où on voit les résistants, avec une autre fois, mais qui est très légère, c'est pour nous montrer qu'en fait, c'est aussi des connards, quoi. Et ça, j'ai un petit problème. Je sais que c'est parce que dans l'histoire de cette époque-là en France, ça a été particulièrement violent. Je sais plus comment on appelle ça, mais c'est cette représaille très populaire avant qu'il y ait justement des tribunaux, etc. Où oui, c'était des lâchages collectifs, c'était des femmes tondues. Elle est tondue. Hiroshima mon amour, c'est bouleversant. En fait. Et c'était
très fort aussi sur les femmes, évidemment. Évidemment. Et il y avait, Oui, c'est vrai que j'avais lu ça un livre devient un là-dessus prétexte, à l'époque qui s'appelait Vous ne connaissez rien de moi de Julie Héraclès, qui suit justement une personne qui n'a pas collaboré mais qui est tombée amoureuse d'un Allemand, pas de bol. Et qui, du coup, comment est-ce qu'elle a vécu ça aussi après la guerre. Mais c'est toujours très dur de traiter de ça. C'est très ambivalent, quoi. Ouais, c'est ça. Et le personnage, par exemple, de Jean Huchard, pour revenir sur les collabos, est intéressant par rapport à ça parce qu'il est très, très, très bien caractérisé. En fait, c'est 3h15. Pour moi, le personnage en fait, de Cohen Huchard est un personnage secondaire et c'est lui qui m'intéresse réellement dans l'histoire parce qu'il va être développé très, très, très longtemps. On va comprendre pourquoi est-ce qu'il fait tel choix, etc. Mais on ne justifie pas son choix, on le comprend. C'est une grosse différence entre les deux. Je veux dire, par exemple, ça a toujours été un demi-nanti. Donc, il n'a jamais été vraiment dans la haute, mais il a toujours voulu faire partie de la haute. Et en fait, c'est grâce à la guerre, j'ai bien dit grâce, qu'il va pouvoir accéder à ce niveau, on va dire. Oui, je pense que ça a été le cas de... Oui, de beaucoup, justement, mais c'est intéressant parce ouais. qu'encore une fois, on montre que ses choix, c'est des choix qu'il fait. Ouais. Il n'est pas antisémite. Le film nous montre qu'il n'est pas antisémite. Dans l'histoire avec un grand H, je ne pense pas qu'il l'était non plus, vu qu'il a écrit un livre, par exemple, pour défendre des juifs, avant, du coup, la guerre. Mais voilà, la guerre est arrivée. Et son journal publiera des articles antisémites. Et de façon très claire. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Il n'y a pas de jugement de valeur, quoi. C'est clair. Et bref, c'est très particulier. Et je regrette un peu que vous ne l'ayez pas vu parce que j'aurais aimé en parler longtemps. Oui, je comprends. oui. Je comprends, Mais peu c'est normal, j'entends, c'est 3h15 de film. Accrochez-vous. Le film passe très bien. Je veux dire, les 3h15 ne sont. Ouais. Il y a peut-être Mais quand même une demi-heure de trop, mais c'est normal, ça se met un peu dans le truc. Le film est intéressant formellement. Enfin, intéressant. Il n'est pas révolutionnaire, mais il fait bien le taf. Les musiques sont pour moi un peu décevantes. Parce qu'en ce moment, j'ai un peu l'oreille sur ça à cause de tout ce qu'on a fait par rapport aux musiques. Et là, l'épisode de la semaine prochaine aussi, ça me met dans une ambiance musique de film. Mais voilà. Et les prestations sont pas mauvaises. Voilà. Je le recommande, tout en sachant que j'ai des grosses limites avec le film, notamment sur certaines scènes. Donc, voilà. Allez le voir. Sachez que vous n'allez pas voir un grand film, mais c'est un film historiquement intéressant, très intéressant, je trouve, qui parle d'une période de l'histoire qui est trop peu mise au cinéma et pourtant qui est un vrai sujet de cinéma. On peut faire un chouette film de ça. C'est la preuve, du coup. Enfin, un chouette film, on s'entend. Et Jean Dujardin n'est pas un mauvais acteur, là-dessus, évidemment. Donc voilà, c'est la fin des Fast and Furious. Voilà, c'était un Marco 2.0 Super Plus Max qui a été voir plein de films au cinéma. Ouais, de ouf. Raison pour laquelle d'ailleurs Sora a fermé, c'est grâce à moi en fait. Je suis une IA, c'est officiel les gars. Je suis désolé. Je suis machine de cinéma. Donc, la rapidité c'est fini. Il est temps de parler d'un peu de sagesse et avec furiosité. Oui, je crée la furiosité. On va parler de The Drama de Christopher Borgli avec Zendaya, oui, Robert Pattinson, oui, et Alana Haim, oui. Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. What stories are you gonna do? What do you mean, my speech? Yeah. Are you gonna use the first time we met? Yes. Okay, what about the first date? Yeah, of course. Fuck! You don't have to do a speech. So you're saying Charlie is your first Love? Yeah. First love or your first crush? Both, I think. Wait, is that insane? At 30? Bonjour, vous êtes toujours sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast cinéma. Et donc, on enchaîne tout de suite avec The Drama, le film tant attendu et tant vanté, une promo de feu et d'enfer pour le film. Et donc, petit résumé, un couple parfait, l'amour coule à flot, le mariage arrive, puis une révélation. Celle avec qui il vivait n'est pas celle qui s'avère être. Du moins, elle n'est plus celle qu'il pensait qu'elle était. C'est la descente aux enfers. Le couple parfait se transforme en couple brisé. Ils pensaient se connaître, maintenant ils ne se regardent plus qu'avec méfiance. Et le mariage, qui approche à grands pas. Merci Félicien. C'est parti pour The Drama, donc vu par nous quatre. Je commence cette fois-ci parce que je suis le seul à pas avoir trop aimé le film. Enfin, je suis mitigé. Oui. Vraiment, je suis pas. J'ai bien aimé, mais j'ai quelques réserves. Ok. Bah oui, moi je reconnais. Je vais commencer par le positif parce que c'est quand même important de le dire. C'est un film qu'on n'a pas l'habitude de voir. Une comédie romantique qui est bien réalisée, ça n'arrive pas souvent. Et surtout, vu le casting, j'avais peur que ce soit très conventionnel et très cliché, ce qui n'est pas le cas. Oui, de ouf. Pas du tout. Moi, c'est la première fois que je vois un film comme ça. Je reconnais, je le mets au crédit du film. Je veux dire, enfin, non, première fois que je vois un film comme ça, je reviendrai dessus après, mais pas tellement. Mais première fois que je vois une idée de mise en scène aussi forte dans un film, comme ça.
Il y a pas mal de points, Félicien reviendra dessus, je pense, mais qui sont très intéressants, je trouve, formellement, et qui m'intéressent vraiment au premier degré d'un point de vue cinéma. En revanche, j'ai de très, 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 très grosses réserves quant à la narration. Et pour commencer mon premier tour de table, je dirais sur un point en particulier, qui est le moteur du coup de la narration, qui me pose moins un problème, et je dirais même éthique à ce moment-là. Et c'est pour ça que donc, j'ai deux teintes qui sont à la fois très très positives. Il y a des trucs que j'adore vraiment dans le film, et il y en a un autre que je déteste profondément. Et donc je suis vraiment partageant les deux, et donc c'est très difficile pour moi d'avoir un avis critique correct dessus. Et Eva? Je pense que je suis très d'accord avec toi. Moi, j'ai passé un beau moment. Il y a juste, du coup, effectivement, cette révélation dont Félicien parlait, dont on parlera plus en avant, après, dans la partie où on va spoiler. Je trouve très intéressante. Parce qu'en fait, je pensais que le film allait jouer sur cette espèce de... Enfin, que comme la bande-annonce joue, on ne sait pas, en fait, ce qu'est cette révélation. Et je pensais que le film allait jouer sur ça, et en fait, pas du tout. Et le film dévie complètement vers cette révélation-là. Clairement, et on pourrait rajouter, enfin il y a un sous-texte qui se rajoute qui moi je trouve très intéressant et qui pourtant n'est pas, enfin qui est maltraité, en tout cas pas assez, et ils avaient de quoi faire quelque chose de vraiment super chouette, et je pense qu'ils l'ont pas assez poussé. En fait, à chaque fois que j'y pense, j'ai l'impression que j'alourdis cette partie-là négativement, et que du coup ça pèse sur mon avis, mais sinon grosso modo non, j'ai beaucoup aimé. Peut-être que le personnage de Robert Pattinson m'a quelque peu embêté. Au début, très chouette, et puis après, voilà. Ouais. Après, est-ce que c'est une faute de caractérisation? Est-ce qu'il est caractérisé comme ça, justement? C'est à voir aussi. Oui. Mais les grands défenseurs et défenseuses, on vous écoute. Vas-y, Félicien. Oui, moi, je trouve que... Voilà, en fait, Borgli fait du Borgli, j'ai envie de dire. Borgli fait du Borgli. Oh, waouh. Du coup, j'avais déjà vu 2 films de lui, Dream Scenario et Sick of Myself. Mais t'as vu les 3 du coup? Je pense qu'il en a fait, il en a fait plus. Il en a fait un en plus, Okay. je pense, qui serait Drib peut-être, je sais pas. En tout cas, il a fait un autre long Drib, métrage que c'est moi lui. j'ai pas vu. Mais en tout cas, en voyant ce film-là, il reste dans cette lignée-là. J'avais pas trop aimé Dream Scenario, mais Sick of Myself, j'avais beaucoup aimé. Et c'est Sick of Myself 2, c'est le même. On traite de la même chose, mais différemment. Le fond est fort similaire, je pense. Je sais pas si tu vois ce Moi, que je j'ai veux pas dire vu. ou pas. J'ai pas vu non plus. Mais moi j'ai vu et. Enfin, le sujet n'a rien à voir. Oui, c'est ça, parce que j'étais en mode, les gars, non, je du sais tout. pas Du ça à tout. côté Ouais. de Sick of Myself. Non, ça n'a rien à voir, Oui. mais je veux dire, tu vois, Oui, je vois, d'essayer, en fait, je sais pas comment le dire, parce que j'ai pas, mais de porter un regard critique sur les rapports humains, Oui. de mettre un peu les contradictions des rapports humains. Et je trouvais ça déjà très intéressant dans Sick of Myself, où vraiment en fait, à chaque fois, il creuse dans ses personnages et il révèle en eux des choses dégueulasses, quoi. Enfin, et là, c'est la même chose dans d'autres dramas, je pense. C'est encore pire peut-être dans Sick of Myself. Mais oui, l'idée que le miroir des conventions se brise, et qui, en fait, ça démunit et ça crée des situations qui sont gênantes, ridicules, embarrassantes, mais c'est hyper bien fait, je trouve. Enfin, je sais pas comment raconter ça, mais je trouve qu'il a un cinéma qui est très caractéristique. Comme tu le disais, c'est peut-être pas les choses qu'on voit tous les jours, et je trouve qu'il le fait bien. Même il y a il y a un humour noir, mais qui est pas mal ça, qui reste. Moi, je trouve que l'humour est bien réussi, mais un humour qui crée des situations gênantes, embarrassantes. Mais je rebondis rapidement là-dessus, désolé, mais juste, vas-y donc. J'entends parfaitement ce que tu veux dire par rapport à cet humour-là. Ouais. J'ai un gros problème avec cet humour qui me paraît soit trop simple, soit pas mal maîtrisé en fait. Mais j'entends les notions de cringe, du coup, qui est très présente dans le film. Mais je suis hermétique au cringe, donc en fait, ça me cringe rarement. L'humour cringe ne me cringe pas. Is to be free, Marco. Amen. L'humour cringe ne me cringe pas, par contre, l'humour non cringe me cringe beaucoup. Vous voyez, les blagues le slapstick, ça a tendance à fort me cringer, moi. Okay. Tout ce qui est une personne qui se prend un mur, moi, ça me cringe. Ah ouais. Genre, je trouve ça nul en fait, je trouve ça n'a aucun intérêt, non, c'est je juste comprends, nul. mais Et j'imagine l'acteur en fait qui fait seulement de se prendre un mur dans la gueule, et ça, ce truc-là me cringe. Je me dis, vraiment un type qui a fait ça. Mais ce qui peut, hilarant, non, ça me saoule. Ce qui peut être cringe, c'est les blagues qui sont pas censées être cringe et qui le sont. Et je peux comprendre l'idée avec le slapstick qui peut parfois. Oui, c'est ça, c'est l'idée d'une blague qui tombe à l'eau. Oui, c'est ça. Mais là, pour le coup, ça tombe pas à l'eau, parce qu'il se veut cringe dans c'est pas des blagues, mais dans l'humour qu'il y a dans le film. Et pour moi, ça fonctionne. C'est pas cringe, c'est embarrassant. T'es embarrassé. Et le traitement des personnages, vous disiez que le personnage de
Robert Pattinson vous dérange un peu, même pour il moi. est caractérisé comme ça, je suis d'accord. Pour moi, il est caractérisé comme ça. C'est voulu et c'est fait pour qu'il nous dérange. Lui, comme tous les personnages du film, et principalement Zendaya et quand on dit dérange, c'est plus. Ça nous dérange, mais c'est fait pour que ça nous dérange. C'est pas l'acteur qui nous dérange, ni le personnage qui nous dérange. Enfin, je veux dire, c'est pas le cinéma qui nous dérange, c'est le personnage. Je veux dire, c'est normal qu'il soit dérangeant, quoi. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est positif par rapport au film, du coup. Il nous dérange, c'est normal qu'il nous dérange, c'est intéressant. Mais vas-y, Héloïse, on t'a pas encore beaucoup entendu. Moi, je suis très d'accord avec Félicien. Et moi aussi, j'avais vu Sick of Myself. 2 contre 2. Oui. Fight. Voilà. Mais j'ai pas vu Dream Scenario, mais je voulais le voir. Mais c'était viscéral. J'ai vu la bande-annonce, j'étais en mode oh mon dieu. Ouais, moi aussi, comme ça, c'est le film de ma vie, les gars. Peut-être pas. Mais j'étais hyper hypée et au final, je sais pas, manque de temps. Et enfin, ouais. Mais j'aime beaucoup les films. De Monsieur Borgli. Monsieur. Et là, je trouve ça trop intéressant. Et effectivement, cette analyse, au travers de situations un peu cocasses et de très. Comment dire. Enfin, pas surréaliste, mais la scène du mariage, pardon, mais c'est fou. C'est presque irréalisable. C'est ça. Ça peut pas exister réellement. Et c'est là, et que au travers de personnages qui sont et de scènes hyper cocasses et avec un humour assez cynique, etc., de réussir à faire une critique sociétale et d'aller. Je sais pas si c'est ok de dire ça. Je pense que oui, bien sûr. Moi qui suis en mode, les gars, il faut la sociétaire. La sociétaire. Oui, on vit dans une sociétaire. #colonel réel. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et moi, j'ai passé trop un bon moment. Je trouvais ça hilarant. Et je tiens à dire, j'ai apprécié un film avec des bourgeois. Enfin, je sais pas, je trouve ça assez fou quand même. Donc, faut ça. Encore une fois, c'est parce que. C'est parce que ça, tu t'en avais parlé dans les notes qu'on avait notées, de dire que c'était un film bourgeois, etc. Mais dans l'autre sens, il y a une critique de cette bourgeoisie, quoi. Je veux dire, il n'aurait pas utilisé des prolos. Imagine, c'était 2 prolos qui étaient mis en scène, ça aurait été très bizarre. Ouais. Là, il critique cette bourgeoisie, et c'est parce que ces personnages sont bourgeois-là, qui sont dans ces conventions-là. Attends, t'es en train de dégommer un argument que j'ai même pas pu exposer, là. J'entends, là. Oui, mais c'est parce que quand je l'ai lu, il m'a semblé, et c'est parce que toi t'en parles ici, et donc je rebondis là-dessus, mais voilà, pour moi c'est pas un problème que ce soit bourgeois, mais après... Ouais, encore une fois, ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est du ressenti, c'est pas un avis critique, c'est ça que je veux dire. Là, ce que je veux dire, c'est pas... Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment du ressenti, et pas de... Je reconnais que l'écriture est bien faite, et ça n'aurait pas pu être mieux fait. Par contre, j'ai un problème avec cette relation amoureuse très bourgeoise, qui est en fait du début à la fin très bourgeoise, c'est qu'en fait, c'est très utopique, très fausse, et en fait je crois pas à leur amour du tout, du début à la fin. Je crois pas à cette espèce de révélation quand il la voit, etc., genre de débilité à 2 balles. Ça a tendance à me saouler très vite. Pardon, c'est un peu vulgaire, etc., mais ça m'énerve. Et donc tout ce qui va en découler à partir de là, vu que je n'accepte pas le postulat de base, j'ai du mal à accepter tout ce qui se passe après. Et des fois, pourquoi est-ce qu'il s'accroche? Pourquoi est-ce qu'elle s'accroche? En fait non, c'est bon, dégage, toi aussi dégage, genre stop. En fait, même mettre fin au mariage, c'est même pas un problème, parce que dès le début ils disent on peut mettre fin au mariage. En fait, ils sont suffisamment déconstruits pour se dire si on ne s'aime pas, on peut arrêter. Mais non, ils vont pas le faire, ils vont essayer de maîtriser, etc. Et voilà, je veux dire, c'est pas un avis critique, comme je dis, c'est vraiment du ressenti personnel. Mais ça, c'est un problème pour moi. Et il y a un autre truc qui, là, n'est pas du ressenti personnel, mais là, un problème de narration que je reviendrai juste après. Parce que Eva, vas-y, t'as envie de réagir. Je rebondis, mais un tout petit peu, c'est un tout petit bond sur ce truc-là de toi qui crois pas à cette histoire d'amour. Et justement, au début, j'y crois. Et c'est vraiment à la fin où je suis là en mode... Oui. Oh là là. Non, allez. Il a essayé de trouver une fa qui d'ailleurs est en contradiction avec avec quoi il traite dans tout le film. Et c'est vrai que la fa est un petit peu... Oui, j'en parlerai quand on sera sur la partie spoiler. Mais c'est spécial. On en reparlera après. On en reparlera après. Mais non, je suis pas trop d'accord avec toi. Encore une fois, c'est parce que dans le mariage, ils sont bloqués dans ce mariage-là. Tu vois, ils se seraient jamais mariés. Ok, ils disent oui, on pourrait arrêter le mariage, mais qu'est-ce qui les empêche de ne pas se marier? Genre dans son espèce de faux, c'est pas un souvenir, mais où elle se fait des films en mode comment est-ce qu'il va réagir. Il dit mes parents ils arrivent vendredi, comment est-ce qu'on va faire? Genre ils ont dépensé des sous, ils ont fait des trucs. Justement, ils sont bloqués dans cette situation-là, ils peuvent pas faire autrement. Ouais, mais à côté, c'est des. Je veux dire, et puis il y a les apparences aussi. Il y a les apparences et tout ça, mais j'ai même pas l'impression qu'ils soient si portés par les apparences que ça, eux deux. J'ai pas l'impression non plus qu'ils aient un gros problème d'argent. Si, moi, la scène tout le mariage, moi j'étais. J'étais pas bien, je me recroquevillais dans mon siège. Justement parce que
ce truc-là des apparences, pour moi, était super visible, très présent. Et il aimait, plus le film avance, plus elles sont mises au jour, parce que justement, eux sont complètement détruits par la situation, et surtout le personnage de Robert Pattinson, il commence à complètement péter un câble. Et c'est là que tu te rends compte à quel point les apparences étaient importantes pour lui, tu vois ce que je veux dire ? Et même, on en reparlera justement peut-être dans le spoil, mais pour moi, le sujet, la révélation, elle est problématique surtout dans les apparences. Et c'est d'ailleurs ça le problème qui dans leur que dira-t-on, quoi. C'est ça, ouais, c'est le que dira-t-on. J'ai pas envie de même si ce qu'elle révèle c'est grave, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être n'importe quoi la révélation. Le problème de la révélation, c'est le qu'en dira-t-on, c'est qu'est-ce qu'on en pense. Je suis pas d'accord là-dessus, mais on reviendra justement dessus après, parce que il faut que je parle du truc pour expliquer pourquoi c'est pas le cas, et pourquoi pour moi cette révélation est à la fois décevante et à la fois mal exploitée, mal travaillée, mais je reviendrai dessus après. Je sais pas si on a d'autres trucs à dire Moi j'en ai encore 2-3, j'ai encore 2 petits trucs à dire. Moi, tout mon avis se base sur le spoil. C'est parce que c'est vrai que c'est difficile de parler du film sans parler du spoil. Mais pourtant c'est super important d'aller voir le film sans connaître la teneur de cette révélation. Oui, donc des fois je pense qu'on peut écouter la fin, par exemple des Rayons de l'ombre, si historiquement vous avez déjà vu le film, voilà, vous pouvez écouter sans problème la fin. Enfin, je veux dire, c'est pas dramatique de connaître la fin. Là, si vous avez le spoil, ça vous gâche le film. Je veux dire, toute la première moitié du film. Le premier tiers du film, en tout cas, tout ce truc où tu sais pas ce qui va se passer, où en fait tu te poses des questions parce que tu sais, t'as vu la bande-annonce, donc tu sais qu'il va se passer un truc. Et donc, moi, tout le film, j'étais en train de jouer le petit jeu de. Oui, mais au final, qu'est-ce que ça va être ? Le film ne traite pas trop la thématique qui est révélée. Ah bah non, justement. C'est peut-être ça le problème. Mais oui, quand même, c'est un gros problème. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais il traite. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Il traite la révélation. Oui, c'est ça. Et c'est 2 thématiques qui sont intéressantes aussi. Ouais. Mais j'ai un dernier truc qui n'est pas un spoil, mais j'ai un problème avec le moteur narratif qui est l'alcool. Je veux dire, à chaque fois, le film avance et il se passe des révélations uniquement grâce à l'alcool, grâce à cause de l'alcool, qui est uniquement là pour essayer d'avoir ce truc-là. Et on est du coup ici en 2026. Je trouve qu'avoir l'alcool pour justifier ça, et le fait qu'en fait c'est normal de se la gueule H24, et c'est normal de tout ça, c'est un problème, surtout que le film va être vu par dizaines et dizaines de jeunes, et ça jamais remis en question. Je veux dire, l'alcool, boire de l'alcool, pas une seule fois c'est mentionné comme un problème en soi. Parce qu'en fait, s'ils avaient pas bu d'alcool et qu'elle avait rien dit, pas de film. Alors même que le truc avec l'héroïne, c'est la mode oh my god. Ah oui, c'est ça, et genre l'héroïne, oh non, le mal, et c'est pas c'est pas traité par le film, c'est pas traité par le film ça. Cette dualité là, c'est juste je pense que le réalisateur n'a pas vu le truc débile de se dire, parce que l'alcool n'est pas vu comme une drogue comme ça par la plupart des gens, c'est ça que je veux dire, vous voyez, le fait de boire, c'est entre potes, c'est chill, etc. Oui, c'est quelque chose de normal. Alors que moi qui bois pas d'alcool, c'est peut-être pour ça que j'ai eu ce truc-là de me dire, bah tiens, c'est quoi ce bordel ? Et ça m'énerve. En fait, ça m'énerve de me dire que leur moteur narratif, c'est pas des personnages, c'est l'alcool et c'est le fait d'être bourré, de parler entre potes. Ça m'énerve un peu, mais oui. Mais moi, je pense qu'il y a un peu un truc de... comment dire ? Justement, vis-à-vis de tout le truc des apparences, etc., qu'en fait, ils ont une maîtrise d'eux-mêmes quand ils sont sobres, qu'ils n'ont plus quand ils ont de l'alcool. Et que ça, c'est de perdre le masque que tu te crées, quoi. J'entends, mais tu aurais pu prendre la fatigue. La fatigue, ça fonctionne super bien. Tu aurais pu prendre 1000 trucs qui auraient fait mais en même temps, c'est des bourgeois. Je pense pas. Qui boivent, qui vont préparer un mariage. Il y a ce contexte-là qui joue que... J'entends, mais ça m'énerve d'avoir le seul... C'est pas comme si c'était une fois la première révélation, j'entends, mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, ça va être répété 4 fois dans le film, en fait, on a fait ça parce que c'était ça, et ça m'énerve. Oui, je comprends. Oui, je peux comprendre, mais je pense pas que ça a été traité comme tu le dis, je pense pas qu'il y ait pensé, et peut-être du coup ça fait un peu donc c'est une faute scénaristique, c'est une faute de scénario, c'est une faute de narration, et c'est pas grave, enfin... Encore une fois, comme je dis, c'est parce que tout ce que je dis, vous voyez, c'est presque des petits trucs. Je veux dire, je parle pas du film quand je dis ça, c'est vraiment je gratte le film, en allant pas en profondeur, parce qu'en fait, c'est des petits trucs, mais des petits trucs qui me dérangent un peu. Et donc, ça me sort pas du film, mais ça me fait dire, non, j'aime pas trop. En fait, ça, c'est dommage. J'attendrais beaucoup de ce film-là, et en fait, c'est peut-être pour ça, encore une fois. Ouais. Voilà. En même temps, c'est une situation très normale. Enfin, du coup, c'est vrai que la révélation, elle se fait sous alcool, et je pense que si dans la réalité ça avait dû arriver à 2 couples d'amis, enfin des amis, qu'il se passe ça aurait été mais je crois soirée un peu arrosée, hop, on a bu un verre de trop et du coup on dit le truc que tu n'aurais jamais dit si tu avais été sobre, même un petit peu fatigué. Mais je crois en situation, je remets pas du tout en question la plausibilité, je sais pas comment on dit, la probabilité, le fait que ça peut arriver, quoi, en gros. Je remets pas en question que ça peut arriver, que ça arrive sûrement en vrai, de dire une bêtise ou d'embrasser une personne quand on est bourré. Mais je vois pas dans quel autre contexte ça aurait pu arriver, surtout dans ce sens-là. Le premier, je suis d'accord, mais c'est pas une seule fois. Oui, les autres fois. C'est plus ça. Genre j'entends une fois, pas 3, 4 fois dans ton film, là ça m'énerve. Et c'est pour ça que je dis la première fois pourquoi pas, mais après
Bref. Ouais, je comprends. Moi, Mais ok, t'as encore un truc je sais avant pas spoil. si on a beaucoup parlé de la forme du film. Je pense que non, c'est vrai, j'ai juste mentionné, mais j'ai dit que tu développerais justement, vas-y. Mais c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire, mais je trouve que la forme du film est remarquable, elle est originale, et même le travail sur le son. J'ai le mixage sonore. Le mixage est super, mais enfin bon voilà, il y a pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que. Si, on peut aller un peu plus loin parce que pour nos auditeurs et auditrices qui sont pas habitués avec son langage du cinéma là, ce qui est intéressant c'est qu'elle est sourde d'une oreille. Donc en fait on va avoir un jeu sur une sourdité à moitié, et donc on va avoir du monde de son et sans son qui vont en fait permettre de comprendre le personnage de Zendaya à certains moments. Et c'est hyper intéressant parce que par le mixage sonore, qui est des fois aphone ou des fois justement avec du son, on comprend certains enjeux de dialogue, certains enjeux de discussion, certains trucs. Je trouve ça très intéressant, et les plans de caméra aussi sont fun. Mais ça, ouais. Et surtout dans la première partie, la manière de présenter leur relation dans toute la première partie, avec le fait qu'ils présentent du coup leur discours en fait. Là, c'est là que la forme est à son apogée, je trouve. Ouais. Après, la forme devient un petit peu plus classique parce que le scénario reprend le dessus, mais la forme reste tout à fait ok. Mais c'est là qu'il y a tout le travail sur le son, essentiellement. Mais le film est quand même, si on devait dire un courant, c'est un film classique, je veux dire, voire néoclassique, mais avec un peu d'idées de moderne à certains moments, c'est ça que je veux dire. Mais on est sur un film qui est quand même très classique. Mais c'est pas parce que c'est classique que c'est mauvais, c'est ça que je veux dire. Non, faire du bon film classique, c'est difficile, et il arrive avec brio, quoi, je veux dire. Absolument. On a parlé dernièrement de An Lee. An Lee, c'est un film classique. Je veux dire, tous les plans, etc., sont des trucs très classiques, etc., mais ça fonctionne parce que c'est particulier. On a un truc aussi classique, c'est bien après, il est classique, mais il y a quand même un petit travail dessus. Parce qu'il serait vraiment classique, on ne se serait même pas dit, oh tiens, la forme est belle, parce qu'on serait habitué à cette forme-là. L'idée d'un film classique, c'est de faire oublier qu'il y a un travail. C'est du Hitchcock, tu vois. Hitchcock, je reconnais quand même que la forme est magnifique, malgré le fait que c'est du Hitchcock. Oui, mais la forme est là pour faire oublier qu'il y a du cinéma derrière. Oui, bien sûr. Donc, et là, on l'oublie pas, parce que justement, ce décalage avec le son, etc., tu te dis, c'est le classique, du coup, c'est pour ça l'idée de point de modernisme à certains moments, pour dire qu'il y a quand même un scénariste derrière, quoi. Enfin, un réalisateur, pardon, derrière. Non, mais très maîtrisé. Et le rythme aussi, pour moi. Le tempo est très je trouve que c'est important aussi qu'il y ait un rythme dans un film, parce que sinon tu t'y ennuies, même si le film n'est pas très long, je crois, 1h45. Mais tu vois pas le temps passer, je pense. Pas du tout. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. Et on a tendance, enfin, je sais pas si on a déjà dit ici, mais j'en parle souvent avec des potes. Ce qui différencie un film d'horreur d'un film comique, c'est le tempo. Et c'est le tempo qui fait souvent un bon film d'un mauvais film. Je veux dire, si on s'emmerde devant un film, c'est souvent parce que le tempo est foiré. Ou alors c'est que c'est voulu. Je veux dire, un film de Ken Loach, des fois, c'est voulu que le tempo soit très lent pour justement qu'on se dise, ok, qu'est-ce qui se passe là. Ici, le tempo justement est très. Par exemple, Marty Suprême, c'est très rapide parce que justement, il faut un tempo où on est un peu essoufflé à la fin, quoi. Et je veux dire, c'est réussi de ce point de vue-là. Dans Marty Suprême, c'est ce tempo qui est un peu suffocant. Voilà. Ça fait mal de le dire. Bon, parlons pas de lui. Allez. Voilà, donc on va parler au spoil. Donc encore une fois, Félicien, on compte sur toi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait sans lui ? Petit bip. Oui. Donc 3, 2, 1. Voilà. Lucie, si tu as envie de partir à ce moment-ci. Oui, si tu as envie de spoiler. Ok, donc Lucie sera spoilée avec vous. Donc, qui spoil l'event ? Moi. Vas-y, va, spoil tout ça. Du coup, je vais pas commencer par où parce que le spoil principal qui est le spoil principal. Donc, je reviens sur le résumé de Félicien. Effectivement, Robert Pattinson et Zendaya vont se marier seulement quelques jours avant. Révélation. Emma, donc le personnage de Zendaya, a, quand elle était jeune, 14-15 ans, planifié une tuerie de masse dans son école. Fun. Pour tout un tas de raisons. Vers la tête de Lucie à ce moment-là. Qu'elle nous expliquera au fur et à mesure du film, qu'elle expliquera aussi à son compagnon, à son fiancé, futur mari. Mais en fait, moi, j'ai trouvé ça super chouette d'user des acteurs bankable dans une histoire censée être giga bankable, histoire d'amour relativement classique, pour en fait dériver et traiter d'un sujet qui est ultra contemporain depuis d'ailleurs beaucoup trop longtemps aux USA, c'est-à-dire la gun violence et les tueries de masse. Donc qui permettent au-delà de traiter de l'industrie, au-delà de traiter de l'industrie des armes, de parler de ce que ça fait de vivre dans un pays dont la culture esthétise la violence. Et en fait, si le film se concentrait sur ça, je trouve, il aurait pu être beaucoup plus intéressant s'il se concentrait sur ça. Et en fait, plus j'y repense, et plus je me dis, c'est vachement dommage. Et ça aurait pu partir dans un truc super camp et super exubérant quant à la réaction de Robert Pattinson, du personnage de
Robert Pattinson, Charlie, sur comment... Enfin, je pense que ça aurait été plus intéressant de partir dans ce truc-là, parce qu'à la fin, cette espèce de... Donc voilà, il apprend ça dans un repas avec des amis, et puis tout un truc de qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je vois, en fait cette personne-là que j'ai aimée, elle est différente que ce que je pensais qu'elle était, comment est-ce que je gère ça, il essaye de trouver des comment est-ce que je peux dire ça, des justifications à ce comportement-là, à ce truc-là, cette planification d'une théorie de masse, et à la fin, quand il la trompe avec le truc, putain, et ça revient dans un truc de... Genre, on occulte totalement ce sujet-là, qui était à la base le truc principal du film, de cette dispute de couple. Enfin, pas que, mais voilà. Et on l'occulte presque totalement. Et c'est « Oh, je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû. » Et puis, au final, c'est lui qui prend tout le blâme au mariage et qui vient s'excuser. Et puis ça... Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était vraiment, vraiment dommage, quoi. Par rapport à ça, je suis un peu en désaccord avec toi, justement, par rapport à la réaction de Robert Pattinson. Pour la deuxième partie, je suis d'accord, mais je trouve que Robert Pattinson réagit comme j'imagine qu'il réagit. Enfin, je crois au fait qu'il réagisse comme ça, quand il l'apprend, je veux dire. Ah oui, mais bien le sûr, fait mais qu'il ça, soit j'ai pas de... choqué, qu'il fasse semblant de « Ouais, mais attends, calme-toi », qu'il rigole jaune en mode « Est-ce que c'est Oui, logique ?» non, mais là, c'était pour remettre un peu de contexte de... effectivement, ça va prendre beaucoup d'importance dans le récit pour au final tomber à plat parce que, tiens, il a trompé une madame et donc on oublie le... Genre, ça fait... Enfin, genre... Moi, c'est ça qui m'énerve dans le film, et c'est vraiment ce truc-là, je veux dire. Et encore une fois, je viens d'y penser justement au fait de est-ce que le sujet des armes est bien traité. Je trouve quand même que ça prend, c'est 1h30, 1h45 de film, en sachant que c'est pas le sujet principal du film, mais que c'est un sujet qui est pas prétexte non plus parce qu'il est quand même traité. Je veux dire, quand il reçoit moi j'ai l'image du magazine avec les femmes avec les armes, qui pour moi, en fait, rien qu'avec ce magazine-là, traite quand même ton sujet. Je veux dire, il y a une explication, il y a pas mal de trucs. Ça aurait pu aller plus loin, quoi. Parce que dans ma tête, quand j'ai compris que ça parlait de ça et que j'ai compris qu'en fait tout le film allait parler de ça, j'étais là en mode, mais en fait c'est ça, c'est un pamphlet contre le port d'armes aux États-Unis, contre les tueries de masse, le truc de nana. Et en fait, non, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai été un peu déçue de comment ce truc-là était tombé à plat, mais je vois que Félicien oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est peut-être le bémol du film, c'est en fait on a l'impression qu'à partir d'un moment, le réel en a marre de traiter de ça. Et du coup, il switch totalement, et la manière dont elle abandonne, dont il abandonne le projet est pas hyper crédible. Donc elle, comment elle abandonne cette volonté d'aller tuer tout le monde dans son lycée, est pas crédible, c'est un peu, je sais pas. Et voilà, il y a une petite raison. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est super intéressant. Pardon, Félicien. Je trouve que c'est super intéressant la manière dont en fait, oui, c'est pas quelqu'un qui était. Si, elle était profondément mal. J'ai vu un mal-être qui devait être insupportable et qui a fait qu'elle a pensé à faire ça. Mais plus largement, c'est parce que c'était dans une culte. Enfin, genre, elle se filme, elle aime bien l'esthétique, le truc, et elle le dit. Et que donc, plus largement, on parle d'une culture qui esthétise et qui valorise la violence. Et qu'en fait, au final, oui, voilà, c'est un truc un peu d'effet de mode. Ouais, et qu'après, elle est passée par au-dessus. Et même, c'est fort. On en parle beaucoup dans le film. Je veux dire, d'abord, on montre qu'elle est harcelée, puis après, quand elle est harcelée, elle se dit comment est-ce qu'on fait quand on est harcelé, comment est-ce que je peux faire pour essayer de me révolter par rapport à ça. Son père est jamais présent. Donc, en fait, on comprend, mais pas explicitement, du coup, par des éléments narratifs et par des éléments formels, que, en fait, elle a réagi comme ça parce qu'à la fois, elle était influencée par une culture américaine qui est ultra violente et qui esthétise cette violence-là. Justement, la personne qui remarque cette violence ultra truc comme ça, c'est en fait Robert Pattinson qui est anglais. Et c'est un Anglais qui remarque qu'en fait, cette culture-là, et qui la comprend pas en fait, parce qu'il est en total désaccord avec tout ça, il est dans un autre monde que lui. Et donc je trouve que c'est intéressant parce que même Zendaya, on a quand même beaucoup de flashbacks par rapport à elle, sur comment est-ce que ça s'est passé et tout ça. Et je reconnais que je comprends. C'est pas comprendre, c'est pas le mot, mais vous allez voir ce que je veux dire. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle veut faire une tuerie de masse. Je veux dire, narrativement, c'est expliqué pourquoi, qu'est-ce qui a fait que. Et en fait, c'est pas elle n'est pas dérangée mentalement ou quoi que ce soit, enfin on n'en sait rien dans le film en tout cas, mais c'est plus, c'est arrivé comme ça, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et il y a cette phrase qui dit à un moment donné, oui mais vous imaginez, vu le nombre de tueries de masse que vous avez par jour, imaginez le nombre de personnes que vous croisez dans la rue, qui ont déjà pensé à faire une tuerie de masse. Et moi le truc, je me suis dit, c'est vrai qu'aux États-Unis, du coup, ça doit pas être un ou deux. Et en plus, c'est ça, c'est quand elle dit, oui, mais pourquoi, etc. Au tout début, avant qu'elle lui explique, c'est, on me poussait dans la cour, on me disait, t'es mal coiffé, ou des trucs comme ça, qui sont, ça relève du harcèlement. Mais nous, dans notre regard européen, belge, jamais tu t'imaginerais aller prendre un fusil et tuer tout le monde parce qu'on t'a... et surtout pour Pattinson. Et que ça aille si loin, c'est même pas qu'elle se l'imagine, c'est que au-delà du fait qu'elle se l'imagine, parce que je pense que c'est ça aussi que je m'étais fait comme réflexion, c'est que la révélation, je trouve, mais peut-être que c'est seulement de mon côté, elle a moins d'impact
pour un public européen qu'un public américain et qui du coup vit ça au quotidien. En tout cas, Ouais, clairement. très personnellement, elle avait moins d'impact parce que quand elle l'a révélé, je m'imaginais juste la personne qui, dit bah voilà, j'ai déjà pensé à faire une tuerie de masse. Je dis pas que c'est cool de penser ça, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est après que tu comprends qu'il y a tout ce truc-là, mais que nous, on connaît pas du tout parce que c'est pas du tout notre cas. Bah voilà, c'est pas qu'elle l'a pensé, c'est qu'elle l'a préparé. T'es pas loin de le etc. faire, quoi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc petit à petit, là, tu comprends. Et au final, c'est vrai que c'est quand même bien traité. Alors moi, j'aime bien. Ouais, non, mais c'est ce que je dis, je trouve ça bien traité. Et à la fois, ce qui est intéressant aussi, c'est que Robert Pattinson, son secret, c'est que c'est un bully, en fait. C'est un type qui bully. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, on comprend que c'est sûrement à cause des gens comme Robert Pattinson qu'elle en est arrivée à là. C'est ça que je veux dire. Et donc, c'est intéressant d'avoir les deux personnages. Enfin, oui. Je veux dire, narrativement, c'est quand même bien écrit à ce point-là, quoi. C'est au point d'avoir mis un petit truc là. Je dis pas, encore une fois, moi, il y a des trucs qui me dérangent d'un point de vue scénario et tout ça. Il y a des trucs qui sont objectifs, en tout cas qui sont clairs, comme l'alcool qui pour moi est un problème. Par contre, la plupart du temps, je trouve ça hyper bien écrit, vraiment. C'est bien fait. Le fait d'avoir vu cette thématique-là qui est abordée sur cet angle, moi, je trouve ça vraiment remarquable d'écriture. Oui, totalement. Et c'est sur du coup des petits points, mais qui me font. Voilà. Mais je trouve que vraiment, la fin dans le diner et le truc de lui qui le trompe, c'est dommage, quoi. C'est too much. Oui, voilà, c'est too much, c'est dommage. Et effectivement, ça revient sur un truc kiki, mais du coup, on part du truc du sujet qui prend comme prétexte la comédie romantique pour traiter d'un sujet ultra contemporain et lourd, qui finalement retombe dans le récit d'amour bankable, un peu mignon, et puis presque happy end, quoi. Je sais pas oui, comment voilà, mais c'est ça, presque happy end. Happy end avec le truc. Oui, mais moi je sais pas comment eux vont vivre ça après, parce que là c'est. Ça va être compliqué, ils vont devoir se remettre et mais tout. C'est pas un sujet. C'est même pas un sujet du coup dans le film. C'est ça que je veux dire, ça n'a aucun impact parce que j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. À la fin, justement, quand ils décident de se remettre ensemble, etc., j'ai l'impression qu'ils ont totalement oublié tout ce qui s'est passé avant. Ou est-ce qu'ils sont encore bourrés? Dieu seul le sait. Mais non, mais c'est ça que je veux dire. Et ce truc-là m'énerve un peu. J'ai l'impression qu'à la fois, ils s'en foutent des conséquences parce qu'ils sont suffisamment nantis et bourgeois pour pouvoir avoir la distance intellectuelle de se dire, et à la fois la distance financière pour pouvoir se permettre ce genre de trucs et ce genre de bêtises. Et c'est pour ça que ça me pose à certains problèmes, mais c'est personnel, je le rappelle. Et donc voilà, j'entends. Héloïse, un petit mot pour finir? En vrai, parce que moi j'étais vachement en retrait parce que je vous écoutais, parce que je pense que c'est parce que je suis très fatiguée en ce moment, mais moi j'avais pas été réfléchir si loin. J'étais vraiment en mode les gars, c'est rigolo et tout. mais non, mais effectivement, je pense que le film a quelques points un peu quelques faiblesses, mais pour le gros, moi je trouve ça vraiment pas mal, et je pense que les analyses à faire sont très intéressantes, et que ça vaut le détour quand même. Mais c'est vrai. Mais je pense aussi le fait de traiter de cette thématique-là, ça relève aussi du bankable, quoi. Je veux dire, il y a d'office. Mais en des même choses temps, à il dire fait pas partie de la promo, donc. Non, c'est ça. C'est pas du. Ce qui est bankable, c'est traiter du secret, ce qui est très bien traité, justement, le secret. Comment est-ce que ça se passe, qu'on révèle et tout ça. Mais je trouve pas que c'est si bankable. En vrai, les tueries de masse, ça fait longtemps que j'ai plus vu de film sur ça. Mais c'est un sujet qui intéresse. C'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet qui fait parler, mais la manière de le traiter, c'est quand même touchy. Enfin, je veux dire, tu vois, tu traites quand même d'un truc qui est justement très prégnant dans cette société-là. T'es objectivement contre, hein. Je veux dire, tous les personnages sont contre. Évidemment, oui. Et ils sont tellement contre que c'est ça que c'est le plot du film, du coup, que c'est un drama. Oui. Le mot pour recommander de la part de Félicien, allez. Moi, j'ai adoré, je cherche son nom, j'ai adoré le personnage enfin pas ce personnage, mais l'acteur Mamoudou Hati, qui joue l'ami de Robert Pattinson. Le moment où il porte les toasts dans... J'avais vraiment envie de l'avoir comme ami, quoi. Il a l'air super sympa. Avec sa copine, oh mon Dieu. Sa copine a l'air moins sympa, mais lui, trop cool. Très bon ami. Merci la vie. Donc c'était The Drama de Christopher Borgli avec Zendaya, Robert Pattinson, duo qu'on reverra quelques fois donc cette année. Robert Pattinson va faire un film la semaine prochaine, Die My Love, qui est sorti il y a un petit temps. On va le revoir donc évidemment avec Zendaya pour Dune, et il va faire un autre film, je sais, dans pas trop longtemps. Zendaya, on la revoit 3 fois aussi cette année-ci avec 2 méga gros blockbusters. On va les revoir quelques fois cette année. Voilà, c'est la fin de notre magnifique petite émission de la semaine. Merci Lucie. Merci pour votre invitation. Avant de terminer, évidemment, comme chaque semaine, vous commencez à être habitués maintenant, on va vous parler de nos petites recommandations de la semaine. Et je vois que mon tableau est quasiment vide, ce qui est chouette. Ça ira vite au moins. Donc Eva, on t'écoute.
Oui, alors moi je vais faire ma connasse de cinéphile chelou et je vais vous recommander un site internet qui s'appelle UbiWeb que notre prof de ciné expérimental nous a recommandé il y a une semaine ou deux, je sais plus. Excellent, qui est donc un site internet où vous pourrez retrouver énormément de films expérimentaux. Donc trop chouette, dont le premier film expérimentaux et autres, dont le premier film de Jacques Demy. Oh tiens. Court-métrage qui réalise à la sortie, pour son travail de fin d'études, exactement. Et donc il y a énormément de trucs, on pourrait s'y perdre pendant des heures, ce que j'ai déjà fait, ce que je ferai encore. Voilà. Super. Sur mon tableau, je vois rien d'autre, mais est-ce que vous avez des trucs en live de dernière minute? Oui. Félicien. Ouais, moi c'est tout hier, voilà, j'ai découvert une musique que je trouve géniale de Jacques Brel. Qui s'appelle. C'est récent, moi. Oui, très récent. Qui s'appelle Le Diable, ça va. Je sais pas si vous connaissez. Non, mais je vous invite à aller écouter ça. Elle est délicieuse. J'adore cette musique. Ok, voilà. Ça va. C'est le diable qui descend sur Terre et qui fait les constats de l'humanité. Hashtag sociétaire. Colonel réel, à nouveau, les gars. Lucie? Oui, alors du coup, le festival de la BD, c'était ce week-end, donc désolé pour vous, c'est raté. Mais par contre, coup dur. Tout le mois d'avril, c'est le mois de la BD. Et du coup, il y a des rencontres qui sont organisées, notamment au B3 ou au B9, donc à Saint-Luc. Et il y a plein de trucs, des expos, des trucs, et c'est vraiment bien. Genre, on rencontre des gens super intéressants et plein de styles de BD différents, donc tout le monde peut être comblé. Donc voilà, je vous le conseille. Félicien, c'est pour toi? C'est toi notre BDiste. Justement, j'étais en train de montrer le petit agenda parce qu'ils ont fait un délicieux agenda qui est de la province de Liège. Oui, la couverture, je vous invite à la sortir. C'est dommage que les auditeurs puissent pas le faire, mais elle est hyper douce. C'est parti pour un passage de couverture méga douce. J'ai jamais vu ça pour un agenda qui est distribué Attendez, moi gratuitement. Les gars. Sache que je ne vais pas la lâcher. Non, oui, ça. C'est plus un drama pour rien. Je suis désolé, mais. Non. On voit rage. Ah, ok. C'est toi qui l'as fait. Oui, pour finir, 2 petites recos encore une fois. Pour rappel, le Ciné Club, parce qu'on en fait partie, donc je fais un peu la pub. Donc ce mois-ci, c'est le cycle parodie au Nickelodeon, du coup, Ciné Club universitaire. Il y a pas mal de films qui sont chouettes, notamment jeudi prochain, jeudi qui arrive, donc le soir même où vous écoutez cet épisode, le 9. Il y a Punishment Park de Offscreen qui vient. Et le 14, Monsieur Tomasovic vient nous présenter les 2 Dracula. Donc venez si vous voulez écouter une présentation de Monsieur Tomasovic. Oui. Et si vous l'avez loupé, c'est pas grave. Mais le 7, donc il y a 3 jours maintenant, vous avez Arrival qui s'annonce être super. Donc j'espère que vous étiez là parce que c'est un super bon film. J'annonce. Et ma deuxième petite reco, c'est par rapport à la semaine passée, si vous vous souvenez. Avec Elliot, du coup, on vous avait parlé de musique de film. Et je me suis beaucoup inspiré d'un livre. Je me suis rendu compte que je n'ai pas donné la référence. C'est donc les musiques de Zelda, qui est disponible à la bibliothèque de l'université, pour ceux qui savent. Sinon, c'est difficile de le trouver, je l'avoue. Qui est absolument fantastique et qui retrace donc toutes les musiques dans les jeux vidéo Zelda. Et qui est très théorique sur les musiques de jeux vidéo, mais qui nous prend par la main étape par étape. C'est très, très, très intéressant. Je vous le recommande. Donc, this is the end. This is the end. Avant la fin, un indice pour la semaine prochaine. Nous sommes les sœurs jumelles. Ce sera tout. Et n'oubliez pas, la photo, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est donc 24 fois la vérité par seconde. Au revoir les copains. Bisous. Bye bye.